Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 9 de Vue du banc. Semaine européenne, donc semaine plein de clubs français. Après avoir parlé du match du PSG, de la victoire du PSG lors de l'épisode précédent, on va passer maintenant à ce qu'ont fait les clubs français à la fois en Ligue Europa et en Ligue des Champions mercredi soir avec le match de Lille contre Salzbourg. Dans cet objectif large et varié, je suis accompagné de Christophe Cuchy. Salut Christophe. Salut mon cher Raphaël Cosmidis. Professeur Cuchely. Et de l'autre côté de cette table imaginaire, Florent Tonuti. Salut Flo. Salut Raphaël. On n'a pas encore trouvé de surnom de métier à Flo, Non. donc on attend de savoir peut-être où va l'emmener l'avenir. Messieurs, on va passer donc aux 3-4, beaucoup de matchs là, on a 4 matchs à débriefer, alors on va pas faire aussi long sur chacun des matchs, parce que tous n'ont pas une matière extensible. On va commencer par Marseille-Galatasaray, Flo, c'est le dernier match qu'on a vu chronologiquement. J'allais dire victoire, pas du tout. 0-0 entre les deux équipes, pas de but entre l'équipe de Sampaoli et l'équipe de Fatih Terim. Je vais commencer par les compositions et ensuite tu nous expliqueras Flo, comment ça s'est déroulé. Du côté de l'OM, le 3-3, 1-3 ou 3-1 comme vous voulez, ou 3-1, 3-3, peu importe. Avec Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3, Luan Pérez, Alvaro et Saliba. Ensuite on avait Lirola, Gueye et Gendouzi. On avait Harit et Payet dans l'axe et Dieng à gauche, Under pour commencer, même si ça a changé en cours de match. Du côté de Galatasaray, pas mal de joueurs qu'on connaissait, avec notamment Mouslera dans les buts, ça fait longtemps qu'il est là. En défense, Sacha Boey, l'ancien du Stade Rennais, latéral droit. Dans l'axe, Nelson et Marcao. À gauche, Van Aanholt. Au milieu de terrain, Koutlou et Antaliali. En 10, Sicaldo. À gauche, Aktur Koglu. À droite, Moroutan. Et en pointe, Dervis Sokou. Ça, c'était pour démarrer. Ça a pas mal changé. Il y a eu 4 changements, même 5 du côté de Terim, seulement 2 du côté de Sampaoli. Alors Flo, comment ça a débuté cette rencontre ? Est-ce que ça a débuté sur le même rythme que les autres matchs du Marseille de Sampaoli depuis le début de la saison ? Disons que ça a débuté dans la lignée des derniers matchs de l'OM de Sampaoli. Il n'y a pas eu l'entame qu'ils avaient pu faire par exemple face au Stade Rennais, où ils avaient roulé sur Rennes sur les 15-20 premières minutes sans réussir à marquer. Là, il y a eu une entame où en fait, on a plus remarqué, en tout cas moi personnellement, j'ai plus remarqué la bonne entame de Galatasaray, équipe que je connaissais pas du tout, des joueurs que je connaissais pas non plus. Pour la plupart, tu disais, il y en avait qu'on connaissait, qu'on avait déjà vu en effet, mais les milieux de terrain, les Roumains devant, Sicaldo et le deuxième, j'ai perdu le nom déjà. Tous ces joueurs-là, personnellement, je les connaissais pas et j'étais assez agréablement surpris par ce qu'ils ont proposé. Ça m'a expliqué en partie pourquoi c'est une équipe qui a réussi à battre la Lazio lors du premier match, puisqu'ils ont remporté leur première journée. Et finalement, c'est une équipe qui n'a pas eu peur d'aller chercher l'OM et qui a su aussi sortir assez facilement de la pression marseillaise dans sa moitié de terrain pour aller dans le camp adverse et développer quelques situations. Il n'y a pas eu d'énormes occasions de part et d'autre. Je pense que le premier tir vraiment dangereux, ça doit être Under vers la demi-heure de jeu, il me semble, quelque chose comme ça. Mais avant, il y avait un match assez équilibré. Bon, après, il y a eu cet incident en milieu de première mi-temps ou dans le dernier quart d'heure qui a vraiment coupé, j'avais l'impression, le déroulé du match. Et puis après, en deuxième mi-temps, l'OM est revenu quand même un peu plus fort. Alors, il y avait d'autres joueurs qu'on connaissait du côté de Galatasaray, mais ils étaient sur le banc, faut préciser. Il y avait Ryan Babel sur le banc, il y avait Yedlin. Diagne, il me semble qu'on l'avait déjà vu, mais il y a longtemps. Ou alors je confonds avec un autre Diagne. C'est lui qui est rentré pour essayer de se bastonner avec Saliba. Celui-là, tu as pu le voir à Bruges, mais sinon, il a quand même fait la plupart de sa carrière en Turquie, notamment à Galatasaray. C'est ce que j'étais en train de regarder, même Kassim Passa, il est passé par la Chine, etc. Donc peut-être que je confonds avec un autre Diagne. Mais Christophe, donc, pour parler de Galatasaray, puisque c'était la bonne surprise de la rencontre, c'est une équipe qui, en Coupe d'Europe ces dernières années, était présente sans forcément afficher un visage conquérant ou convaincant. Cohérent aussi. Cohérent, oui, un truc qui commence par CO. Et là, on a vu une équipe plutôt bien organisée, plutôt équilibrée, capable d'aller agresser, d'embêter l'OM, même s'ils n'ont pas non plus été dans le pressing total, mais qui a rivalisé au moins sur les... jusqu'au feu d'artifice, on va dire, qui a rivalisé avec l'OM. Puis après, ça a un peu basculé à partir de la deuxième période. Mais un Galatasaray tout à fait crédible contre un OM qui faisait pourtant un bon début de saison. C'est ça, crédible. Et finalement, cette crédibilité défensive, c'est quand même un point hyper important face à Marseille. Ça ne veut pas dire que ça te fait forcément gagner les matchs. Ça aurait pu basculer de leur côté, mais il aurait vraiment fallu avoir un petit peu de chance, un petit peu de réussite.
On était quand même clairement... Ils ont une grosse occasion en première. Oui. Le 1 contre 1 contre Pau Lopez. C'est ça, ouais. Sachant que il y a aussi des mini frayeurs, genre de Pau Lopez qui est à moitié sorti de sa surface avec le ballon, enfin des choses comme ça qui auraient pu mal tourner. Mais c'est vrai que ouais, t'as un gros arrêt de Pau Lopez, sinon j'ai l'impression que c'est assez tranquille. Donc Marseille a quand même eu plus de situations. Mais tu vois, sans dire ce que je vais dire par la suite, mais c'est vrai que quand je compare à Brøndby par exemple, qui est aussi venu quand même avant tout défendre, Galatasaray était capable de le faire de manière un peu plus cohérente et surtout de ne pas faire que ça. Mais on était quand même assez loin de ce que pouvait proposer Lens. Tu me diras, c'est pas forcément le même projet de jeu, c'est pas forcément, évidemment, pas le même entraîneur. C'est pas la même dynamique du côté de Galatasaray, qui a que 11 points en 7 matchs de championnat, qui est 10e du classement. Donc en plus, ils sont pas forcément sur une dynamique où, mine de rien, tu as envie d'aller attaquer. C'est un truc un peu bateau, mais globalement, les équipes qui sont pas forcément en énorme réussite ont tendance avant tout à sécuriser la défense. Et face à un adversaire comme Marseille, mine de rien, tu vois cette équipe-là, tu te dis, Dieng et Under vont prendre la profondeur, vont en tout cas attaquer sur les côtés. Plutôt la profondeur pour Dieng. Payet va décrocher, etc. En gros, faut pas se livrer, faut pas laisser d'espace. Et je trouve que ça a été plutôt bien fait, même si... Alors, c'est pas que j'ai pas envie de parler de Galatasaray, mais je suis plus frustré par certaines choses côté marseillais qu'impressionné par Galatasaray. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Mais tu vois, une fois que tu as dit, ils géraient bien leur zone, il n'y a pas eu de... Parce que mine de rien, bloc bas, tu peux vite concéder un péno. D'ailleurs, Van Aanholt, ça se joue à pas grand-chose. Pré-vidéo, il y aurait eu ce péno concédé. Mais c'est vrai que, voilà, ils ont bien, en gros, su quelle zone occuper en phase défensive et exploiter certaines de leurs situations. Ils avaient aussi un joueur que Flo a bien aimé au milieu de terrain pour lancer un petit peu les attaques. Mais c'est vrai que globalement, pour moi, l'histoire du match, pour reprendre les gimmicks involontaires, c'est quand même Marseille avait fait quelques différences. Il aurait pu, en faire plus, et deuxièmement, il aurait pu mieux exploiter les quelques différences qui ont été faites sur quelques situations. Alors, on peut quand même, pour finir sur Galatasaray, ensuite on parlera de l'Orem, on peut dire quand même que Van Aanholt et Sacha Boey, les deux latéraux du soir, ont réalisé des bonnes performances contre Under et Dieng. Et que c'est aussi ça la différence peut-être face à d'autres équipes qui ont pris beaucoup de vagues contre l'OM. Et Boé, pas inintéressant dans les sorties de balles aussi, il a pas mal participé aux remontées de ballon sur le côté droit. Disons que son départ de Rennes avait l'air un peu... Alors je sais pas, ils avaient du monde, mais il avait l'air un peu rapide, quoi. T'as l'impression qu'il était dans le groupe pro et puis 2 mois plus tard, il était vendu. C'était un peu c'est arrivé à plusieurs Rennais pour le coup. Il y a Bovo qui est parti aussi comme ça, je crois, parce qu'il était au Vitesse, non? Il était en face, il me semble. Absolument. J'ai plus en tête s'il a joué, mais ouais, il est prêté au Vitesse ou acheté. Ouais. En tout cas, si, il est au Vitesse. Donc un peu curieux, s'il s'épanouit et qu'il est bon comme ça à Galatasaray, de toute façon, tant mieux pour lui. Et Van Aanholt, de toute façon, c'était un des joueurs qu'on connaissait, Flo, du 11. Et il a été bon dans son couloir gauche. Donc Christophe disait, Flo, que l'OM aurait pu faire plus de différence et créer plus de décalage. Pourquoi ça n'a pas été le cas? On reste sur la première période pour démarrer. Donc première période où, je le répète, Dieng a démarré à gauche et Harit et Payet dans l'axe et Under à droite. Et c'était un peu comme le City de Guardiola par moment, ou son Barça il y a maintenant presque 10 ans, 2 faux neufs en fait, même si Harit jouait un peu plus bas, mais 2 joueurs qui allaient décrocher, recevoir dans les pieds dans l'axe, en ayant l'idée d'aller lancer Under et Dieng soit dans la profondeur, soit dans des 1 contre 1. Pourquoi cette idée de base n'a pas très très bien fonctionné en première? En fait, moi je prendrais le truc le contre-pied un peu de ça et je parlerais plus de la partie défensive en fait, de cette équipe et du pressing, ou plutôt de l'absence de pressing et d'intensité au moment de récupérer le ballon. C'est-à-dire que si Marseille, et on l'avait vu un petit peu contre Lens déjà, on peut même parler des derniers matchs, je pense. Si Marseille arrive à mettre beaucoup d'intensité dans ces matchs, à récupérer la balle très haut, très vite, s'ils avaient fait contre le Lokomotiv, où ils avaient vraiment dominé 90 minutes, ils n'avaient pas laissé la possibilité à l'adversaire de respirer. Ils étaient installés dans le camp adverse, le pressing à la perte fonctionnait, et finalement l'équipe déroulait, et contre le Lokomotiv, il leur manque que le petit but. Là, il leur manque aussi le but, mais je trouve qu'il manque aussi pas mal de choses dans la capacité à récupérer le ballon très rapidement, très haut. C'est-à-dire qu'on a parlé, tu vois, de cette équipe de Galatasaray capable de ressortir la balle, etc. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe, à l'inverse, par exemple, de Monaco, dont on va parler après, et qui est très loin du niveau de l'OM sur le plan offensif et sur le plan technique, sur sa prestation face à la Real,
En revanche, Monaco, depuis leur bloc médian, ils étaient capables d'avancer pour essayer de pousser l'adversaire à la faute, ce qui marchait pas forcément toujours face à la Real. Mais Marseille, j'ai l'impression que s'ils sont pas hauts et s'ils ne récupèrent pas la balle dans les 5 secondes, j'ai l'impression que leur 4-1-4-1 du coup en bloc médian a vraiment du mal à gratter des ballons et à récupérer des ballons et du coup à avoir cet effet qu'on attend généralement dans ce genre d'équipe très portée vers l'avant, très tournée vers l'offensive. C'est cette équipe qui va avoir des vagues quasi ininterrompues dans le camp adverse et qui va finir par faire craquer l'adversaire à force d'envoyer des vagues, de récupérer très haut le ballon, etc. C'est-à-dire que là, leur bloc médian, c'était Payet en pointe et derrière un milieu à 3 avec Gay, Guendouzi et Harit. Et j'ai pas l'impression que tu puisses gratter beaucoup de ballons avec ces mecs-là. Et j'ai l'impression que l'OM, soit ils sont portés sur une euphorie, sur une forte entame de match, sur un but marqué, et derrière il y a cette euphorie qui les fait jouer très haut, qui les fait gratter des ballons. Mais s'ils n'ont pas ce déclic, ce truc qui va les faire basculer de ce côté-là dans cette folie entre guillemets, parce que ça reste assez contrôlé, j'ai l'impression que c'est une équipe que dont tu peux assez rapidement éteindre l'intensité, l'agressivité en gardant la balle et en la faisant circuler. C'est un peu ce qu'a fait Galatasaray. Et à partir du moment où tu contrôles le tempo de la rencontre de cette façon-là, tu les empêches de l'enflammer. Je ne vais pas dire que l'équipe devient banale, mais elle devient beaucoup plus tributaire d'un coup de génie de Payet, d'une accélération de Dunder, où tu sens moins cette force collective que tu peux vraiment sentir, par contre, quand ils ont leur temps fort, comme après le but contre Lens, comme l'entame contre Rennes, etc., etc. Et est-ce que vous avez trouvé ça mieux sur cet aspect-là quand Sampaoli en deuxième a inversé Harit et Dieng en faisant passer Harit côté gauche et Dieng dans l'axe, avec sans doute l'idée d'avoir ces appels de Dieng dans la profondeur plutôt venant de l'axe que venant du côté? Est-ce qu'il y a eu un peu plus... Est-ce que c'est lié à ça, le fait qu'en deuxième Marseille prenne le dessus, ou est-ce que c'est simplement une causerie un peu musclée à la mi-temps et Galatasaray qui recule petit à petit? Parce que j'ai trouvé que ça avait quand même été beaucoup plus dominateur et imposant en deuxième. D'ailleurs, il y a des séries de frappes là, au retour de la pause qui s'enchaînent. Oui, c'est une grosse période de domination. Domine beaucoup plus, oui. Ils concèdent plus rien. Mais est-ce que c'est lié juste au temps qui passe, Flo, à cette inversion à Harit Dieng, à Gala pour qui aussi le temps passe? Tu vois, c'est ça qui est un peu difficile à créditer ou à attribuer à une chose en particulier. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont mis plus d'intensité, tout simplement, enfin que finalement, si tu peux potentiellement garder le même 11 et faire les mêmes choses, mais encore une fois, tu domines plus, mais tu n'as jamais le temps fort d'une intensité, d'une violence, comme tu l'as eu, Flo le disait, sur 25 minutes face à Rennes. Parce qu'un temps fort, aussi long, c'est quand même relativement rare, où Rennes sortait pas limite de sa surface, quoi. Et j'ai pas retrouvé cette intensité-là. Mine de rien, en gros, limite, c'est évidemment bien d'avoir des temps forts, hein, mais ça m'a plus marqué sur le côté, au moins quand ils sont dans cette situation-là, ils vont rien concéder, quoi. Plutôt que de me dire, ah, ça domine tellement que là, les occasions vont naître naturellement. Alors qu'avec Sampaoli, moi, j'avais quand même ce sentiment-là depuis plusieurs semaines, où le truc est tellement dominateur que tu dis, ils vont peut-être en concéder une, mais ils vont en avoir, t'en rates une, tu fais, bon, il y en a une autre qui arrive dans une minute ou deux, il y aura but, il y aura pas but, mais peu importe. Et là, j'ai l'impression, je vais pas dire qu'elle sort de nulle part, quoi, mais il y a des situations, moi j'ai notamment en tête, limite celle qui m'a le plus marqué, c'est pas genre la frappe d'Under ou celle, la tête de Saliba, c'est presque plus le déboulé là qui amène un centre pour Dieng qui tacle juste à côté, qui ensuite se prend le poteau à un endroit où ça fait un petit peu mal. Mais c'est vrai qu'en gros, je trouve ça bien d'avoir cette capacité à vraiment s'insérer dans le camp adverse, parce que du coup, t'as pas trop à défendre. Et la question des difficultés sur le repli ou autre se pose pas trop. Mais j'ai pas, le temps fort, je m'a pas 100% convaincu, et les changements m'ont pas 100% convaincu non plus. Alors il y en a que deux, mais l'entrée de Milik à la place de Dieng, j'en attendais beaucoup. Je pense que Milik, après, il a pas joué depuis longtemps. Bah oui, non, mais c'est ça, totalement, c'est pas un jugement, mais c'est vrai que ça m'a rappelé, parce que t'as les mecs qui reviennent de blessure tout de suite, ils pètent le feu. Là tu te dis bon, et il va falloir un petit peu de temps, et même si l'échantillon est assez court de La Fuente sur les 10 dernières minutes, j'ai souvenir notamment d'une action où il doit passer en vivacité, et il passe pas, et ça va un peu dans la lignée aussi
de La Fuente qui est pas à 100% sur le niveau des 2-3 premières journées. Donc en plus, t'as même pas eu ce 109. Donc c'est un petit peu décevant parce que finalement, pour moi, la différence devait plus être sur en gros ta capacité à fixer, à péter le bloc adverse qu'à bien défendre, quoi. Donc je suis un peu mitigé en fait par rapport à la performance marseillaise. Si on met ça en parallèle du premier match, tu disais un peu genre nul encourageant, tu rejoues le match, tu le gagnes. Là, tu rejoues le match. Je pense que, allez, sur 10 fois, tu le gagnes peut-être 5 fois, mais je pense que tu fais 3 ou 4 nuls, quoi. Enfin, le nul me semble pas totalement sortir de nulle part, à partir du moment où t'as pas non plus su totalement emballer le match. Bah, ils ont que 11 tirs sur l'ensemble de la rencontre, les Marseillais. Contre Rennes, ils en avaient eu 17. Et contre Moscou, ils en avaient eu 19. Donc là, ils ont 11 tirs. Ils avaient fait que 6 tirs contre Angers il y a une semaine de ça. Et 1,37 expected goals contre 0,28, sachant qu'en première mi-temps, on est à 0,27 à 0,23 à la pause. Et deuxième mi-temps, on est à 1,10 pour Marseille et 0,05 pour Galatasaray. Ça recoupe ce qu'on disait sur le déroulé. Ce sera intéressant de voir si Sampaoli change beaucoup de joueurs contre Lille, parce qu'il avait énormément fait tourner contre Angers, et derrière contre Lens et Gala, là il a enchaîné avec, je crois, 9 joueurs qui ont fait les 2 matchs, 8 joueurs qui ont fait les 2 matchs. Donc à voir qui va démarrer contre Lille. J'étais en train de relire la compo contre Angers, c'était quasiment une équipe B, quand tu voyais. Donc, ouais. Il y avait Rongier, Gerson, Amavi, Luis Enrique, Lirola qui était titulaire, Kaleta Tchar qui jouait alors que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc il y avait du monde qui était entré dans le 11, ce qui peut expliquer finalement, c'est une de leurs, peut-être la pire performance offensive de leur saison. Ah oui. Ouais, non, il s'est rien passé. Mais si on peut faire un pari, je pense que Gay ne fera pas le prochain match et que Gerson le fera. Non, mais vous rigolez parce que voilà, mais les gens qui n'ont pas vu le match vont se dire pourquoi il rigole, il a pas parlé, je sais pas, de Maxime Pounget. Mais c'est vrai que le match de Gay est pas il n'est pas ultra encourageant et tu te dis finalement il n'y avait pas forcément besoin de ce profil-là dans un match comme ça en fait. C'est qualité, le match n'est pas forcément avec les... Plus que Gerson, c'est peut-être Bouba Kamara qui va rentrer aussi en défense. Après, dans tous les cas, je pense que Gerson jouera, mais effectivement, potentiellement plus haut, quoi. Parce que par rapport à tout ce que vous avez dit sur les temps forts, c'est vrai que quand tu as besoin de hausser le rythme d'une rencontre, à chaque fois que Gay touche le ballon, le rythme retombe. Donc il y a une espèce de difficulté pour se mettre en mouvement, et notamment vers l'avant, et changer de rythme. En fait, il ne change pas de rythme individuellement, donc c'est sûr que pour élever le rythme de l'équipe, dans cette position en plus où il touche beaucoup de ballons. Il y a beaucoup de touches de balles, il y a la difficulté pour se mettre dans le bon sens, et en plus, il y a des erreurs techniques par-dessus tout ça. Notamment dans le jeu long, dans une équipe qui aime bien aller d'un ailier à l'autre, quand celui qui est entre les deux peut renverser, n'arrive pas à le faire techniquement. Tu vois, j'aurais bien aimé voir sur ce match, quitte à de temps en temps voir Guendouzi à sa place et y aller, tu vois. Parce que lui, tu sais qu'il va peut-être jouer parfois trop à 100 à l'heure, Guendouzi, parce que tu as l'impression qu'à chaque fois, il veut écraser tout le monde. Mais au moins, tu sais qu'il va s'engager vers l'avant, que techniquement, ça va être propre. Et là, il est un peu plus périphérique, quoi, dans cette relation qu'il a à gauche avec l'ailier, où les deux jouent parfois ligne de touche. Mais ouais, Gay, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit emballement sur ses premiers matchs avec l'OM, sur ce qu'il proposait, Gay. Ce qui remonte du coup à un petit moment. Bah oui, un petit moment, mais c'était pas du tout le même projet de jeu. Oui, non, je sais, non, mais c'est pour dire, tu vois, genre l'emballement de La Fuente, il est encore très vivace, quoi, c'est en train de se calmer, tu t'en souviens encore très bien. Là, les bonnes performances de Gay remontent un peu, je sais que Florent, ça fait des mois qu'il comprend pas, entre guillemets, pas quelles sont les qualités de Gay, hein, mais qu'est-ce qui fait que Gay devrait être un joueur important de l'OM et qui serait un petit peu hypé à droite à gauche, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois les limites de Gerson, sur les vitesses d'exécution, des choses comme ça, Gay n'apporte pas plus. Donc autant avoir la qualité technique de Gerson peut-être à ce poste-là, qui est en théorie le poste de Gerson d'ailleurs. Il jouait dans un milieu à deux plus que tout seul, je crois, il me semble. Voilà, mais enfin il est plutôt reculé qu'avancé entre les lignes, comme il l'a fait, à plusieurs reprises. Après, et gaucher aussi en plus. Tu vois. Après, je reste persuadé que le meilleur joueur pour ce poste-là à Marseille, c'est Camara. Pour l'instant. Mais il devait partir, c'est peut-être pour ça. Mais il devait partir, c'est vrai. Peut-être que dans la construction de l'effectif, Sampaoli, il y a 2 mois, il pensait pas à Camara, tu vois. Camara et Gay qui ont le même âge. C'est quoi, c'est 22 ? Je crois que les deux sont de 99. Je vérifie pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais Camara, ça fait tellement longtemps qu'il joue. Il est là, oui. Mais oui, mais je pense aussi que Camara va faire du bien parce que Camara a un excellent jeu long. Un très très bon jeu long. Oui, c'est ça. Pour aller chercher
On avait vu très bon pour couper les transitions aussi contre le Lokomotiv et justement mettre ce rythme à la récupération, récupérer haut, etc. Donc c'est là aussi qu'il manque, je pense, sur les derniers matchs. On ne l'a pas proposé par hasard pour remplacer Fernandinho du côté de City. Sur la deuxième période, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut rajouter à cette analyse? Donc Milik et De La Fuente sont entrés. Du côté de Galatasaray, Yedlin, Babel, Diane, et je suis très mauvais en prononciation turque, mais c'est normal parce que je suis grec, donc je ne vais pas m'excuser. Kilinks, je sais pas. Mais en plus, c'est les I turcs là où en fait c'est pas vraiment des I, donc je sais même pas comment ça se dit. Et Luyendama qui est entré, que je ne connaissais pas, avec un beau gabarit. Petit défenseur, ouais, qui est là-bas depuis longtemps, qu'on a vu en Ligue des Champions quand Paris avait croisé Galatasaray, je crois, déjà à l'époque. Mais non, sur la deuxième flow, vas-y. Bah, non, mais t'as juste les regrets sur le fait de pas avoir mis tes 2-3 occasions, tes 2-3 situations avec l'occasion de Dieng dont parlait Christophe. Moi, je regrette surtout la transversale de Saliba, cote à 26, je le rappelle, que j'avais donné dans le. Elle était belle en plus, c'était une très belle cote, une très belle tête. Je sais pas s'il voulait remettre ou s'il voulait ou s'il visait le but. En tout cas, ça finit sur la barre et c'est très dommage pour moi. Mais non, je pense que sur la deuxième, t'as moins de regrets à avoir. En plus, ça peut basculer sur le VAR, voilà, sur cette action de Guendouzi, même si le penalty aurait été généreux à mon avis. Donc non, sur la deuxième, je pense que tu as mis ce qu'il fallait. Moi, c'est plus cette première mi-temps qui est plus dans la lignée justement des matchs contre Lens, contre Angers, qui m'inquiète. Enfin, qui m'inquiète. Disons qui déçoit par rapport à ce que pouvait proposer Marseille il y a encore quelques semaines. Mais bon, après, je crois que Sampaoli l'a évoqué lui-même en conférence de presse. C'est nouveau projet, c'est plein de nouveaux joueurs, c'est beaucoup moins de temps pour travailler depuis qu'ils enchaînent tous les 3 jours. Donc là, en sortie de match, tu fais de la récup, le lendemain, tu fais un entraînement assez tranquille, et le surlendemain, tu es déjà dans le match suivant. Donc du coup, pour améliorer le projet et reprendre des trucs, là, la trêve va peut-être leur faire du bien. C'est exactement ce que j'allais dire, d'autant plus qu'ils ont pas mal de joueurs pas sélectionnés finalement. Ouais. Payet, Harit, Lirola, Alvaro, Luan Pérez, je crois. Ça tombera bien parce que je crois que leur premier match ou leur deuxième match après la trêve, je pense que c'est Paris, parce que ça arrive courant octobre. Alors je vais te dire ça, alors ils ont un bel enchaînement parce qu'ils reçoivent Lorient. Tu peux imaginer. À Lazio donc et Paris. Ils vont à la Lazio et ils reçoivent Paris et après ils vont à Nice. Ah bah oui, le match en retard. Donc tu as quand même un enchaînement de Lazio, PSG, Nice qui va définir pas mal de choses pour ta première partie de saison. Tu vois. Parce que si tu fais 0 sur 3, là, à ce moment-là, tu seras un peu plus embêté. Notamment, si tu perds contre la Lazio, je pense que derrière, tu abandonnes la Ligue Europa, à mon avis. La Lazio de Thomas Basic. Buteur qui a marqué son premier but de la tête. Mais quand il va se retrouver, je sais pas où, au Real ou au Barça dans les 2 ans, on va péter les plombs. Et que Cornelius sera le meilleur buteur de son championnat aussi. Question, Raphaël. Est-ce que tu serais plus choqué de voir Basic au Real que tu n'es choqué de voir, donc pas maintenant, hein, mais genre si tu te projettes sur une échéance 2 ans, que s'il y a 2 ans on t'avait dit Akpa Akpro sera à la Lazio par exemple? Moi je t'avoue qu'honnêtement, si Akpa Akpro, il y a 2-3 ans tu m'avais dit il est à la Lazio, je t'aurais dit maintenant, oui, Basic peut aller au Real. Depuis que j'ai vu Ozan Kabak titulaire à Liverpool, plus rien ne me choque. Moi, j'ai passé le cut des choses choquantes. Je pense qu'on a fait le tour de ce Marseille-Galatasaray. Vu les prochains matchs de l'OM, forcément on reparlera de l'OM très souvent. Parce que du coup, le Lazio PSG Nice, il y aura du V-débrief sur Twitch sans doute sur ces matchs-là. Il y aura du V-débrief et il y aura du du banc tout court pour parler du match contre le Lazio. Donc on va passer aux autres matchs de Ligue Europa et on va enchaîner sur un match qui nous a emballé, Flo, qui nous a vraiment régalé. C'est ce Real Sociedad Monaco à Anoeta, un partout. Du coup, Christophe est parti vu qu'il n'a pas vu le match. Il s'est vraiment levé pour partir. Je pense qu'il se fait embrouiller par son chat. Real Sociedad Monaco, donc un partout avec but de Disasi à la 16e sur corner et but de Merino à la 53e sur corner. Ça résume assez bien le match. Je vais commencer par les compos. Du côté de la Real Sociedad, le 4-3-3 classique d'Algacil avec Remiro dans les buts. Et beaucoup d'absents. Et beaucoup d'absents. Tu pourras les dire après le 11, tu n'hésiteras pas à enchaîner. Donc une défense à 4, Zaldua, Elustondo, Zubeldia, Munoz. Au milieu de terrain, Zubimendi en 6 avec Guevara et Merino autour de lui. Januzaj à droite, Oyarzabal à gauche et Porto, le feu follet dans l'axe. Qui étaient les absents, Flo ?
Alors, je les ai pas tous, hein, mais entre autres, il y a Sorloth, Ishak, David Silva, Zubeldia, Ilharamendi. Alors, Zubeldia était là, il était titulaire. Mais... Montréal. T'as pas dit Zubimendi? Non, je dis les deux. Ok, pardon. Et derrière Montréal, ouais, c'est ça. Et le Normand. C'est déjà pas mal, je pense. Oui, le Normand aussi. Ouais. Ah non, il était sur le banc. Enfin, il était sur le banc, je crois. Il était sur le banc. Oui, c'était pas la grosse armada de la Real Sociedad, mais ils ont un effectif assez homogène. Une fois passé les 2-3 minutes. Ils ont des petits jeunes sympas aussi derrière. Donc, il y a beaucoup de joueurs du centre de formation qui sont je crois que c'était peut-être les deux équipes les plus jeunes en Ligue Europa cette année, sur les moyennes d'âge. Monaco et la Real. Oui. On doit pas en être loin, en tout cas. On doit pas en être loin, si c'est pas le cas. J'allais dire Rennes, mais Rennes est en Ligue Europa conférence. Donc, en effet, ça ne fonctionne pas. Du côté de Monaco, la compo avec le pote de Christophe Kuchli, Noubel dans les buts. Une défense à 4 cette fois-ci, et même une attaque à 4, on va le voir au moins au début du match, avec Sidibé, Disasi, Badiachil et Caio Henrique. Ensuite, une ligne de 5 avec Tchouaméni, Fofana, Jean-Lucas à l'intérieur, Diop à gauche, Crépin, Diatta à droite, et en pointe, Myron Boadou, qui est sorti en cours de match, un peu déçu. Donc un partout, Flo, et il y avait quand même plus de chances que la Real Sociedad gagne ce match que Monaco, puisque Monaco a été, comment dire, je vais pas dire infect, mais a été inexistant offensivement. Ouais. Très peu de choses. On a vu Monaco avec le ballon, mais sans vraiment que ça pénètre quoi que ce soit. Alors, on a enfin vu Crépin Diatta dans le rôle qu'on imaginait pour lui. Le rôle un peu à la Gelson Martins. Après, c'est le rôle qu'il tient quand il rentre en jeu depuis le début de la saison. Hein. Mais contre le Shakhtar, on l'avait vu déjà. Disons qu'il a démarré un match. Tu vois. C'est déjà une chose rare pour lui. C'est pas sûr qu'il démarre le prochain. Mais voilà, si tu devais garder un joueur parmi les 11 qui ont démarré, je suis pas sûr que beaucoup se sont signalés positivement dans ce Monaco qui collectivement n'arrive toujours pas à démarrer sa saison, et j'arrive pas à l'expliquer parce que c'est l'équipe qui avait le mieux fini la saison précédente. Donc c'est très curieux. Alors il y a plusieurs trucs déjà par rapport à ce que tu disais sur le fait que la Real était plus proche de la victoire que Monaco. Oui, si on prend les expected goals, on est à 1,74 pour la Real, 0,27 pour Monaco sur l'ensemble du match. Donc déjà ça pose un petit peu l'écart qu'il y avait entre les deux équipes, et le fait que le but marqué par Disasi est sacrément bien payé. Après, le truc, c'est que j'ai du mal à savoir si Kovac n'espérait pas plus que ça par rapport à l'équipe qu'il a alignée, c'est-à-dire qu'il a quand même renforcé considérablement son milieu. Normalement, c'est quand même quelqu'un qui aligne quasiment toujours deux attaquants, ou en tout cas une paire devant de joueurs à vocation offensive. Là, on avait juste Boadou en pointe, Diop à gauche, et ça se replaçait non pas en 4-4-2, mais en 4-5-1, avec un milieu densifié, avec Jean-Lucas, en plus de Tchouaméni et Fofana. Donc déjà, je pense que dans l'approche du match, je pense qu'il, ne serait-ce qu'en découvrant ce 11, tu te dis, bon, un point, je pense que ça leur irait. Ouais. Et après, quand tu vois les joueurs alignés, bon, il y a des très bons joueurs de foot sur chaque ligne, en théorie. Mais quand tu vois après que dans l'exécution technique, ils finissent quand même le match à 70% de passes réussies, c'est hyper faible. Je me demande si c'est pas un des totals les plus faibles de l'AS Monaco depuis pas mal de temps. En tout cas, depuis que Kovac a pris l'équipe. Même 36% de possession, c'est très faible pour Monaco aussi, qui quand même en deuxième partie de saison avait pris l'habitude de contrôler et de dominer les matchs. Alors après, t'as la partie défensive où tu voyais une équipe qui était assez disciplinée. C'était un 4-5-1, ça pouvait devenir un 4-4-2 parce que Fofana sortait de la ligne défensive pour empêcher les défenseurs centraux de porter le ballon. Boadou bloquait le central droit et Fofana sortait de la ligne du milieu pour bloquer le central gauche si celui-ci essayait d'avancer et lui réduire le temps de prise de décision. Mais à part ça, à part te dire ils ont été disciplinés défensivement, il n'y a rien dans ce match. Il n'y a rien côté Monaco. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant parce qu'en plus, en face, comme on l'a dit, la Real est une équipe très sympathique à voir, une des équipes qui pratique sans doute un des jeux les plus attrayants en Espagne. Néanmoins, il manquait beaucoup de monde. Et tu te dis le Monaco de la saison dernière, il fait plus que rivaliser avec cette Real-là. Même le Monaco d'il y a un mois contre le Shakhtar, qui va presser le Shakhtar comme des fous furieux, qui va imposer son jeu. Tu vois, Après, ce match n'a aucun sens dans la logique de la saison de Monaco. Monégasque. C'est vraiment une anomalie de A à Z. Mais dans l'année de Monaco,
c'est le seul cette saison qui a du sens par rapport à leurs 6 premiers mois en 2021, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu compliqué dans leur début de saison à analyser. Mais là, on est sur 2 mois et demi, mois et demi face à 6 mois. La mauvaise période va commencer à dangereusement se rapprocher en durée de la bonne, quoi. Mais quelle serait la raison, tu vois? C'est ça que je comprends pas. L'effectif a très peu changé. Le coach avait l'air validé par tout le monde il y a 3 mois avant de partir en vacances. Alors oui, ils ont démarré un peu timidement, mais contre le Shakhtar, ils sont à 2 doigts de passer. C'est ça que j'ai du mal à saisir, si c'est une prépa physique bizarre, si c'est un management humain qui commence à faire son temps, ou alors il les a lassés, je sais pas, mais on peut le savoir, mais c'est assez inexplicable pour moi, je trouve, ce début de saison difficile. Après, il y a peut-être un truc très simple, entre guillemets, c'est qu'ils sont tombés sur des équipes qui ont su les prendre et qui ont su comment les bloquer, et du coup, les adversaires suivants mettent l'accent sur les mêmes choses. Et c'est vrai que si on pouvait trouver un défaut à Monaco l'an dernier, c'était qu'avec le duo Folland-Ben Yedder, c'était une équipe qui devait avoir la balle, qui devait dominer, mais si le tempo s'élevait et s'il fallait mener des transitions, ça devenait assez compliqué pour eux. Et ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas réussi à régler encore cette année, parce que pour l'instant, l'intégration de Boadou, je pense pas qu'elle soit commencée. Et il y a peut-être ce côté un peu unidimensionnel avec le ballon, c'est-à-dire c'est un jeu d'attaque très bien rodé, très bien construit, mais tu vois, j'ai souvenir le match, c'était face à Lorient, je crois, ils perdent 1-0 contre Lorient. Ce match-là, j'ai pas vu Lorient trembler, ou en tout cas sur la première mi-temps. Il me semble pas que Lorient ait particulièrement souffert. Le week-end dernier, Clermont les balade, si j'ai bien compris ce que disait Christophe qui était devant le match. Je l'ai vu aussi, oui, clairement. Clairement, on leur met une leçon sur l'utilisation du ballon et juste ils sont pas efficaces, mais oui, ils étaient supérieurs collectivement. Et donc il y a peut-être le fait que leur état actuel et les adversaires qui croisent font qu'on voit des faiblesses qui étaient un peu masquées par l'euphorie de l'année dernière, mais qui existaient déjà dans cet effectif. C'est-à-dire le fait d'être assez monorythme avec le ballon, c'est quelque chose qu'on savait déjà la saison dernière, que Boadou devait régler, et que pour l'instant, ils ont un peu de mal à régler ce problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'une des pistes, parce que là c'est vraiment des pistes, hein, je pense que de toute façon s'il y avait une solution facile, je pense que Kovac l'aurait trouvé. Alors Christophe, juste c'est pas Kovac, mais c'est Kovacs, parce que voilà, RMC l'a prononcé comme ça pendant tout le match. C'est Robert Kovacs, et c'est Benoît Lenormand aussi. C'est pas, il s'appelle Benoît, faut le savoir. Kovacs qui est pas, je crois, le dernier sélectionneur étranger de l'équipe de France, le vrai. Exactement. Il me semble que c'est lui, c'est peut-être du coup un hommage. Non, mais voilà, donc Kovac, moi ça peut être une piste, hein, parce que honnêtement, après il y a toujours le côté d'intensité. Bon, les mecs courent moins. Pourquoi ils courent moins? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce que c'est la prépa physique un petit peu décalée? Je sais pas, mais logiquement ça devrait plutôt être l'inverse. Quand tu joues un tour préliminaire de Coupe d'Europe, la logique veut que tu montes assez tôt en puissance et que tu aies un creux soit en novembre, soit en février. Mais l'une des questions que je me pose, c'est au niveau des permutations, finalement. C'est quelque chose qui... Enfin voilà, comme le disait Florence, il n'a pas utilisé le terme, mais il y a un côté parfois un peu scolaire, où vraiment tu as l'animation avec, sans ballon, chacun occupe bien sa zone, et en gros tu avais des dépassements de fonction, mais qui étaient genre Tchouaméni part de sa zone pour aller attaquer l'espace, faire des passes, etc. Mais en gros ça se faisait toujours un petit peu dans les mêmes zones d'activité, et je me dis peut-être plus de permutations, des joueurs qui... Après, Diatta, j'ai pas vu le match ce soir, et il avait fait plutôt un bon match sur le précédent de Ligue Europa, mais c'est vrai qu'il va toujours un peu faire la même chose, il va pas forcément rentrer intérieur, permuter avec un joueur qui lui va prendre l'extérieur, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression que parfois en gros, les mecs vont avoir des zones d'activité, mais le mec qui part d'extérieur pour rentrer intérieur va toujours le faire, et ça peut être potentiellement un peu prévisible, un peu toujours la même animation. Et par rapport à Marseille, par exemple, ou dans les bonnes périodes de Marseille, ça va occuper demi-espace, mais un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe, un coup ça va décaler sur le côté. Je parle même pas de l'Ajax, où j'ai encore en tête. D'ailleurs, je suis très content parce que Maxime Brigand de SoFoot cherchait un match à regarder, je lui ai conseillé ça, il était ravi. Et il s'est rendu compte que Haller était devenu monstrueux à l'Ajax. Mais c'est vrai que ces choses-là où finalement tu occupes toujours les 5 couloirs de jeu, mais en gros tu peux être dans l'un des 5 à tout moment, mais jamais forcément dans le même.
à Monaco, les positions sont toujours un peu figées et j'ai l'impression que les joueurs qui les occupent ne les transcendent pas finalement. Donc c'est-à-dire si les joueurs ne transcendent pas le truc de départ, mais qui restent toujours dans la même zone, finalement tu fais bon ok, je vais gérer les débordements de Diatta ce soir. Il n'y aura pas forcément d'autres choses dans ma zone, il n'y aura pas n'importe quoi, mais du Golovin, des gens qui vont venir un petit peu l'investir. Mais c'est une piste, hein, c'est pas du tout une réponse définitive. Hein. Des offensifs, c'est peut-être le plus en mesure d'improviser. Oui, c'est ça. Ouais. Qui, quand il rentre en jeu, tu sens que c'est la classe supérieure et qu'en effet, comme le dit Christophe, c'est quelqu'un qui peut te sortir de ce côté scolaire et venir casser un peu le moule pour créer le danger face à un adversaire qui est préparé au truc scolaire. Et là, Golovin peut venir et foutre le bordel. Ça, c'est vrai. Pour le coup. Diop potentiellement, mais j'ai l'impression que c'est compliqué ce début de deuxième saison pour l'instant. Ouais. J'ai l'impression. En tout cas, ce soir, c'était très difficile, très compliqué dans les duels. Il s'est fait manger plusieurs fois par ses Aldoua, je crois, son adversaire direct sur le côté droit, et qui est quand même un client assez solide dans le championnat espagnol. Donc non, ouais, pour Diop, c'était assez compliqué. Tu vois, tu sors Diop là aujourd'hui, en termes de créativité, il y avait pas grand chose, quoi, parce que au milieu, Jean-Lucas, j'arrive pas trop à cerner le joueur qu'il est. Et après, Tchouaméni était plus sur des travaux d'équilibrage et défensif que des projections. C'est Fofana qui était le joueur qui se projetait le plus finalement. Ah oui, il a fait du Matuidi, ouais. Ouais, pendant la première heure de jeu jusqu'à l'entrée de Golovin. Belle capacité de réaction après avoir été sorti au bout de 35 minutes au match précédent. Au moins que le coach l'a relancé et que lui a su tourner la page, parce que psychologiquement, c'est pas incroyable. Non, mais juste voilà, pour conclure sur Diop, c'est vrai que lui et Golovin ont à la fois cette qualité de passe et cette qualité de conception, de compréhension du jeu, d'intelligence de jeu pour en gros jouer dans les demi-espaces, dans des zones assez denses, mais normalement ont aussi l'explosivité pour jouer côté potentiellement. C'est pas les meilleurs ailiers du monde, mais tu peux leur demander d'occuper un peu les deux zones, alors que par exemple, j'ai n'importe quoi, mais un David Silva à ce stade de la carrière, t'es obligé de le mettre intérieur, alors que eux ont quand même cette vitesse de jambe où justement on pourrait permuter potentiellement avec les ailiers pour occuper différentes zones. Mais c'est vrai que si Diop n'a pas forcément soit la première touche, soit la qualité de créativité par la passe derrière, il peut manquer des choses, sachant que Ben Yedder et Folland leur ont gagné quand même pas mal de matchs l'an dernier sur des fois où tu n'étais pas forcément hyper créatif, sauf que le ballon finissait quand même par arriver dans la surface et qu'eux se démerdaient pour marquer aussi, quoi. Et puis là, pour le coup, ces deux-là, c'est plus compliqué pour l'instant le début de la saison. Donc ça n'aide pas. Mais après, il y a aussi un truc, c'est que ces joueurs capables d'improviser, etc., et essayer de peut-être sortir de ce qui a été mis en place, enfin, pas tout mettre aux oubliettes, mais c'est vrai qu'il y a un levier sur lequel Kovac ne peut pas forcément actionner. C'est que s'il veut sortir de son système, ils ont tellement construit l'effectif autour de ce système cet été, notamment dans leur recrutement, à aller chercher des renforts qui collent. Je pense à Ismail Jacobs par exemple, qui joue pas trop, mais qui est une doublure côté gauche. C'est que pour en sortir, ça va être compliqué aussi. Si à un moment donné, Kovac se dit bon, il va falloir que je trouve un truc pour relancer, pour créer un électrochoc, etc. Si besoin, hein, on verra comment ça va se passer. Ce week-end, il joue Bordeaux, je pense que ça devrait suffire. Mais toujours est-il qu'il a peut-être pas non plus cette arme-là, quoi. Cette capacité-là à pouvoir sortir du truc. Donc c'est vraiment par les joueurs uniquement qui peut, en retrouvant Golovin, en le relançant, en retrouvant Folland et Ben Yedder, il n'y a que par les joueurs en fait, parce que je pense pas qu'il y ait une énorme marge de manœuvre côté changement de système, quoi. Je pense quand même que tu as quand même moyen de sortir un 4-2-3-1 assez classique avec les joueurs que tu as, quitte à mettre un Caillot ou Jacobs dans une défense à 4, tu vois. Je pense que ça peut se faire. Plutôt Caillot peut-être alors. Mais je pense que tu as quand même moyen de caler un Diop ou un Golovin derrière un attaquant. Si tu dois sortir un Voland ou Ben Yedder, tu vois. Et un Gelson ou des Diatta à droite, quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a un truc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure plus tôt, c'est à votre avis, c'est la combienième saison de Golovin à Monaco ? C'est depuis la Coupe du Monde. Ouais, donc 4e, 5e. Oui, j'ai l'impression que... Alors, il est très bon, hein, j'adore le joueur, mais j'ai l'impression qu'en 3 ans, on garde 3 matchs. Il est blessé, un match sur 2 quasiment, non ? On garde pas de période en tout cas. Moi je garde pas de période où sur plus de 2-3 semaines il a pu être vraiment ultra bon et enchaîner. Alors qu'il a un ratio ultra décisif l'an dernier, parce qu'en 1000 minutes il a 5 buts et 9 passes D. Mais il était souvent blessé, il a que 12 titularisations.
mais il va démarrer sa 4e saison. Et genre là, s'il partait à la fin de la saison, ou en janvier, ce serait quoi le souvenir de Golovin à Monaco? Il serait le combienième joueur le plus marquant de l'histoire de Monaco? Moi, je me souviens qu'il a 300e, marqué en rentrant 350e, enfin, je sais pas. sur un corner. Donc, il a marqué au bout de 5 secondes sur une entrée en jeu où il a couru, il a marqué sur le lancer de sa course. Non, et pourtant, Là, ça fait j'adore le joueur. Un peu pour moi, c'est genre Leb à Barcelone, quoi. Il est très Quatre- beau, etc. Mais voilà, il n'y a pas de. Il a 82 matchs joués, 12 buts, 16 passes D en Ligue 1 et 13 cartons jaunes. Ça, je savais moins. Il prend beaucoup de cartons aussi, en fait. Non, mais là où Non, mais je suis un peu frustré par ce qu'il laisse pour l'instant à Monaco. Et je trouve que même, bon après, encore une fois, il y a la question des blessures hautes, hein, c'est pas du tout pour défoncer le joueur. C'est d'ailleurs au contraire parce qu'on est plutôt client, qu'on est plus exigeant. Mais je trouve que même sur le volume de jeu, bon après, Russie 2018, parenthèse un petit peu étonnante de l'histoire du foot. Mais je veux dire, même là-dessus, il y a aucun moment où tu t'es dit, bon, le mec est pas ultra en réussite sur le plan offensif. Genre, tu le mets dans le double pivot parce qu'il court partout, quoi. T'as même pas eu ce côté-là. Voilà, où il compensait vraiment par ses 12-13 km, parce qu'à la Coupe du Monde, c'était un délire, il courait vraiment partout et il n'en perdait pas sa créativité. Là, même dans les mauvaises périodes avec ballon, je me suis jamais dit, bon, allez, il sera quand même meilleur que potentiellement un mec que tu mettras dans le double pivot qui sera plus récupérateur. Mais voilà, il va assumer ses tâches défensives, il a pu faire le job. Mais c'est vrai que des moments de flamboyance, c'est relativement rare. Je connais pas du tout l'attitude du bonhomme, mais sur le talent, ça devrait être le mec numéro 1 que tu mets parmi tes offensifs dans les demi-espaces chez Rakovac, tu vois. Il devrait être devant Diop, devant Diatta, devant Gelson, devant ces joueurs-là, je trouve. Sur le talent, sur l'âge, sur le statut. Il me semble quand même que. Enfin, je sais pas s'il se laisse porter ou si c'est pas du tout le cas et c'est juste que le mec n'arrive pas à enchaîner des matchs. Ou que Kovac lui fait pas confiance comme il pourrait lui faire confiance, mais c'est un cas un peu particulier. S'il y a des supporters monégasques qui nous écoutent et qui peuvent nous expliquer un peu ce qui se passe avec lui, je sais pas. Après, je suis un peu intrigué. Après tu as le moule du 3-4-3 où dans les mecs à vocation offensive, il met Folland et Ben Yedder devant. Donc c'est Il reste une place. deux attaquants. Et il reste qu'une place en effet pour jouer à l'intérieur. Et généralement, il met. Enfin, c'est entre Diop et Golovin que ça se joue là pour l'instant, dans ce moule-là. Parce qu'après, l'autre, c'est un piston, c'est un mec qui devient excentrique. Après, si t'as un mec très très fort, tu peux changer ton moule, tu vois. C'est à toi d'être très très fort pour faire en sorte que le coach change le fonctionnement et t'intègre dedans, tu vois. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la marge de manœuvre, sur le changement possible sur le plan tactique pour essayer de relancer un truc. Après, bon, c'est pas non plus par rapport à leur situation à la fois dans le groupe et à la fois en Ligue 1, ils sont pas largués, donc je pense que il se dit ça va finir par tourner. C'est vrai qu'ils n'ont pas été en réussite aussi sur quelques matchs du début de saison et ils sont pas si loin. Ils sont 8e après 8 journées. Ils sont à 2 points de la 4e place tenue par Nice, qui certes a un match en moins. Donc c'est pas non plus la panique. Mais c'est vrai que sur le plan du contenu, ils ont quand même enchaîné énormément de matchs où tu fais ouais bon, il y a du boulot quoi si tu veux remonter, être et redevenir enthousiasmant comme tu l'étais en effet sur la fin de la saison dernière. Autre équipe qui est dans ce ventre mou de Ligue 1 et qui par contre en Ligue Europa est un peu mieux parti que Monaco parce qu'il compte 2 victoires, c'est l'Olympique Lyonnais, Christophe, que tu as aperçu remporter son match contre Brøndby. Je vais quand même donner les compos par respect pour Brøndby, même si je suis pas sûr qu'on connaisse un seul joueur, mais on va essayer. Alors du côté de Lyon, d'abord Lopez dans les buts, une défense à 4, Dubois, Da Silva, Diomandé, Emerson, Cacré et Mendes au milieu, Shaqiri à droite, Aouar dans l'axe, Toko Ekambi à gauche, Paqueta en faux neuf. Du côté suédois, Hermansen dans les buts, une défense à 5. Danois, pardon. J'ai vu que Christophe allait m'insulter. Ouais, c'est juste que j'avais le micro coupé, donc l'insulte a mis trop de temps à partir, mais sinon elle serait venue. Oui. Mais en plus, je suis bête parce qu'il me semble que c'est un club par lequel Daniel Hager est passé, donc c'est un scandale que je ne connaisse pas. Brøndby, donc Bruce à droite. Bruce, ça me dit quelque chose, mais je dois confondre avec un autre joueur, donc pas du tout celui. Bruce, Egheim, Maxo, Rosted, Gamelby en défense. Un milieu à 4, Edlund, Radosevic, Frendrup et Greve. Et en attaque, Pavlovic. Oui. Est-ce que tu confondais avec Christian Bruls? Oui, je crois que c'est ça. Je confondais avec Christian Bruls, l'ancien niçois, exactement. Qui est passé à Nice et à Rennes, je crois. On en a parlé il n'y a pas longtemps, il me semble. Christian Bruls, quelque chose comme ça. Un rouquin, non, il me semble, à mon souvenir. Ouais, je crois aussi, ouais.
Et Pavlovic devant, qui n'est pas le Pavlovic défenseur central d'Angers reconverti avant-centre par Stéphane Moulin. Ni le défenseur central de Monaco, qui veut tout relancer balle au pied, il veut toujours conduire la balle, mais parfois ses ambitions dépassent un petit peu ses jambes. Et donc oui, confirmation qu'on connaissait personne du côté de Brøndby. Il y a un Mensah sur le banc, mais qu'on ne connaît pas non plus, qui n'est pas John Mensah, pas du tout. C'était une équipe totalement inconnue. Ça finit à 30 tirs pour l'OL, 6 pour Brøndby. Christophe, 71% de possession. Le 3-0 est tout de même logique par rapport au stade qu'on voit là, mais ça n'a pas forcément été facile dès le début. Ouais, en fait, déjà, alors effectivement, on dit on ne connaît personne. Peut-être que des gens qui nous écoutent connaissent des joueurs de Brøndby. Si c'est le cas, on les félicite. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce match-là, que tu regardes l'effectif, et que, enfin, en fait, je me dis, Brøndby qui, alors j'avais aperçu, mais juste le résumé, face à Salzbourg, ils avaient fait globalement que défendre, mais ils sont pas si loin non plus. De mémoire, c'est 2-1, 2 défaites en préliminaire. Donc je me dis, bon, à voir quand même. Et je regarde le classement, je vois Brøndby 11 points en 10 journées dans le championnat danois. Tu te dis, bon, déjà, c'est pas ultra engageant, parce qu'il y a des équipes, j'ai n'importe quoi, mais Sheriff, par exemple, on connaît très peu de joueurs, mais tu te dis, bon, ils sont sur une dynamique, etc. C'est juste que tu as du mal à jauger le niveau de compétition qu'ils affrontent, mais au moins, ils gagnent leur match. Là, non seulement, tu sais que le niveau de la compétition, sorti de Midtjylland, Copenhague, c'est quand même relativement modeste du côté danois, et en plus, ils gagnent pas leur match, puisqu'ils sont, alors je crois que c'est une histoire de... J'en suis même sûr, les 6 premiers se jouent le titre et les 6 derniers se jouent des barrages de maintien, quoi. Et eux, pour l'instant, ils sont dans la mauvaise partie du classement. C'est que le début de saison, mais disons, ça dit quelque chose quand même de l'état de cet effectif qui, je pense, est moins bon. En tout cas, je sais pas si c'est le même joueur, hein, mais en tout cas, les résultats et le niveau de jeu doit être moins bon que la saison dernière. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi je parle d'abord de Brøndby? Parce que c'est quand même le plan de jeu de Brøndby qui a donné toute une partie du visage au match, dans la mesure où Brøndby n'a garé le bus, quoi. Le bus, le car plutôt, puisque les bus, ce sont les choses où tu compostes un ticket en ville, mais ils l'ont mis dans la surface, ils ont quasiment pas réussi à sortir un ballon. Ils en ont récupéré un ou deux de temps en temps, il y a une passe en retrait, je sais plus qui la rate, mais une passe en retrait mal donnée où le gars peut partir au but côté danois. Alors je suis désolé, mais j'ai totalement mélangé les minutes, les joueurs, etc. Mais de toute façon, le match était quand même assez homogène, assez uniforme dans ça. J'ai dit qu'ils étaient suédois alors qu'ils sont danois, donc tu pourras pas faire pire, Christophe. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est pour... Enfin, en gros, je sais pas que je somnolais, hein, mais c'était tellement lancinant, de toute façon, vous imaginez bien, 70, même c'est un peu plus, hein, je crois qu'à un moment, je crois qu'ils sont à 74 à la mi-temps de pourcentage de possession, donc voilà, ça faisait tourner face à une équipe qui défendait, et t'oublier un peu qui était le mec qui aurait pu avoir une occasion de temps en temps. Donc il y a quand même un moment une passe en retrait ratée de Lyon, où un joueur de Brøndby peut en profiter, sauf qu'il court pas très vite et du coup il se fait rattraper. Mais je veux dire, déjà pour prendre un but, Lyon aurait vraiment dû, je pense, l'offrir, genre rater une relance, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait quand même une certaine volonté de prendre des risques à la relance pour essayer de créer des décalages si jamais Brøndby se livrait un petit peu. Mais déjà, de fait, le match pouvait difficilement être ultra emballant, donc à partir du moment où Brøndby refuse le jeu, mais je sais quand même un minimum défendre, parce que s'il savait pas défendre, t'aurais vu un peu un spectacle, un peu d'artifice. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième qu'on peut mentionner, et là-dessus, ça peut permettre de vous accrocher tous les deux, de vous raccrocher au wagon, vous qui n'avez pas vu le match, c'est Paqueta en numéro 9. Et la remarque que je me faisais finalement, parce que c'est faux neuf, mais globalement, dans un match comme ça, où t'es en bloc bas, t'es quand même vrai neuf finalement, parce que tu t'as pas forcément à décrocher, puisque je veux dire, tout le match se passe dans les 30 mètres adverses. C'est comme Fabregas faux neuf parfois à l'époque, où en fait finalement c'était vrai neuf, quoi. C'est ça, et je trouve que Paqueta, enfin après c'est logique, hein, mais c'est ce qu'on a vu sur le terrain confirmé, parce que j'imagine évidemment c'est pas forcément le plus pertinent de pas avoir un pur numéro 9 quand l'adversaire est en bloc bas. Maintenant, de tous les faux neufs, de tous ces mecs qui ont en tout cas un profil de milieu que tu mets en pointe, avec Kai Havertz, c'est peut-être le plus, alors je dois en oublier, hein, mais le plus logique, dans la mesure où sa densité physique lui permet de gagner des duels aériens. D'ailleurs, il en gagne quelques-uns assez importants, et le but de Toko Ekambi vient de lui juste avant, le premier. Et je me dis que ça peut être une solution, voilà, pas un truc définitif parce qu'il est meilleur plus bas, mais c'est pas un faux numéro 9 à la Payet, par exemple. C'est-à-dire que même face à un bloc bas, tu peux quand même faire deux, trois choses intéressantes avec sa densité physique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, sur ce profil de milieu que tu mets plus haut,
genre, tu te dis, par exemple, Paqueta aurait pu aussi être un milieu comme ça que tu aurais pu mettre plus haut dans le foot actuel. Mais voilà, c'est les profils Kaka, Paqueta, Havertz, il n'y en a pas tellement parmi ces joueurs créatifs qui jouent plutôt 8-10. Qui en plus, il a cette capacité à initier le pressing, ce qui peut vraiment servir avec un numéro 9, au-delà des qualités qu'il a, comme tu le dis, avec le ballon, sa densité physique qui peut lui permettre d'exister dans des surfaces. Et le but de Lyon, c'est en effet déviation de la tête pour Toko Ekambi, sur un centre, je sais plus qui vient de la gauche, mais je sais plus qui le fait. Mais il y a aussi, ouais, et ça c'est quand même très important, c'est que tu as cette capacité à aller presser. Et c'est vrai qu'en faux neuf, dans une situation où tu aurais des joueurs de profondeur sur les côtés, avoir un Aouar Paqueta, je schématise, avec Cacré, Bruno Guimaraes un cran plus bas, tu peux avoir un carré très sympathique, je pense, avec du Toko Ekambi. Et là, il leur manque le deuxième ailier, je pense, qui serait plus attiré par la profondeur que les Shaqiri, et qui serait un énorme renfort, je pense, pour l'Olympique Lyonnais et son animation. En attendant, tu pourras mettre Cherki. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser. Après, je pense que avec le retour de blessure de Dembélé, etc., je pense que c'était vraiment une solution de dépannage. Mais peut-être que Bosch aura une idée pour la deuxième année, quoi. Qui sait. Mais disons que ça le sort un petit peu des circuits de jeu. Enfin, en tout cas, ça le met vraiment dans une densité où, tu vois, là, je regardais un petit peu ses stats qui confirment ce que je pensais, c'est-à-dire que 4 passes clés, ce qui est assez intéressant, mais dans un match à 30 tirs, c'est assez facile de faire des dernières passes avant un tir. 3 duels aériens gagnés, ce qui est tout à fait honnête. Maintenant, 67 touches de balle, il sort à la 82e, donc on peut dire que globalement, il a fait tout le match. 67 touches de balle, c'est le 9e total lyonnais. Donc, c'est-à-dire à mettre en rapport, alors je ne parle même pas de Da Silva, hein, mais Mendes, qui d'ailleurs, il fait vraiment pas un mauvais match, en fait 118, Cacré en fait 100, Aouar en fait 81. Donc, c'est clair que du coup, il va un peu moins impulser les choses sur le plan créatif, il va plus être là sur un côté fixation. Mais c'était l'une des curiosités, parce que finalement, sinon, Lyon a vraiment mis beaucoup de gens, bah forcément. Hein. Mais c'était ligne de 5 ou ligne de 6 pour essayer vraiment d'occuper, parce qu'en face, ça défendait vraiment à 5 en bloquant tous les couloirs de jeu. Donc vraiment essayer de mettre un peu des gens entre les lignes sur le plan horizontal, quoi. Vraiment trouver des petits espaces pour s'engouffrer, jusqu'au but où ensuite, je parle même pas de la fin de match, parce que c'est pile le moment, alors c'est pas de bol pour eux, hein, mais il y a quand même des changements, 3 changements à la 83e, le but est à la 84e, et Brondby prend l'eau à partir de là, donc c'est pas une super pub pour les remplaçants. Mais c'est vrai qu'une fois que le score a été ouvert, Brondby n'avait sans doute, je pense, ça a lâché un peu dans les têtes, peut-être physiquement aussi, hein, les deux sont liés. Mais Lyon a fait la même chose, sauf que Brondby n'arrivait plus à tenir son bloc défensif. Et du coup, là ensuite, il y avait une occasion par minute jusqu'au 2-0, et puis ça termine à 3-0. Et là, tu as vu ce que c'était une équipe en bloc bas, mais qui a plus forcément la rage pour tenir sa défense. Mais voilà, c'est l'un des trucs à retenir, parce que finalement, sur le reste, ok, genre Emerson qui se retrouve à l'intérieur, Toko Ekambi qui joue au large, enfin, des choses comme ça. Bon, c'est un peu de l'animation, mais c'est plus pour... C'était pas un truc fixé, quoi. C'était plus pour essayer de trouver un peu tous les moyens de tromper cette équipe de Brondby, avec quand même Toko Ekambi, qui a eu 2-3 assez gros problèmes personnels. Et là, alors je dis pas que c'est un joueur incroyable, mais là il fait encore 2 buts, une passe D. Moi j'ai toujours trouvé les gens un peu, notamment les Lyonnais, en tout cas ceux que je connais, un petit peu durs avec lui. Ça me fait, je pas dire que ça me fait particulièrement plaisir pour le joueur qu'il soit dans une bonne passe, mais je trouve que c'est une forme de retour à la normale, parce que je trouvais que dans ces mauvaises périodes, c'était vraiment pas son vrai niveau. Là, c'est peut-être pas son vrai niveau non plus, peut-être qu'il est dans une forme de surperformance, mais j'ai jamais trouvé que c'était un mec qui était indigne de jouer à l'OL, par exemple. Et dans un projet de jeu de Peter Bosch, je préfère, pas forcément sur les qualités, mais sur ce qu'il peut apporter à un Shaqiri, par exemple. Je trouve qu'il comble beaucoup plus un vide que Shaqiri. Donc je suis assez content de le voir décisif sur ce match. Bah, l'OL a plus besoin d'un deuxième Toko que d'un deuxième Shaqiri. C'est ça. Projet. C'est ça. Mais sur ce que tu disais tout à l'heure, Flo, sur l'attaque de la profondeur, moi je trouve que Cherki, à son âge et avec ses qualités, tu peux le coacher pour qu'il fasse un peu de course, tu vois. C'est pas interdit qu'il demande tout le temps. Il n'est pas obligé de demander tout le temps dans les pieds. Il va assez vite, il est véloce sur sa prise de balle, il peut la prendre des deux pieds, donc il peut attaquer depuis la gauche, depuis la droite et s'orienter comme il veut. Tu peux quand même bosser avec lui sur l'idée de faire pas forcément autant de courses que Toko, disons, mais quelques courses par match qui vont faire douter un peu l'adversaire et créer des espaces, tu vois. C'est pas un produit fini, Cherki. Je ne désespère pas
Bon, déjà, parce que dans notre combat idéologique contre Shaqiri, ce serait bien que Cherki s'impose. Sachant que son entrée est beaucoup, beaucoup plus convaincante que la performance de Shaqiri et que Cherki fait un but. Le deuxième but de Toko, c'est Cherki qui le crée. Non, mais t'as recruté Shaqiri pour un énorme salaire dans une zone où t'as déjà Paqueta et Cherki. De base, ça n'avait aucun début de sens. Même s'il est bon, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, mais bon, les Lyonnais, ça fait des années qu'ils réclament des ailiers. On leur donne un meneur qui est dans le même profil que leur meilleur joueur cette saison, Paqueta. Pour moi, c'est pas très logique. Mais Cherki, j'espère vraiment qu'il va utiliser sa vitesse et ses qualités athlétiques pour jouer autrement que dans les pieds. Parce que ça fera de lui un bien meilleur joueur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin à l'OL et dans pas mal d'équipes d'avoir des gens qui attaquent la profondeur. Et ouais, quand tu vois ce que peuvent faire des Mané et des Salah, alors c'est pas exactement les mêmes profils, mais qui peuvent recevoir dans les pieds ou partir dans la profondeur, je trouve que Cherki, ce serait dommage de le limiter à attendre le ballon. Et puis c'est pas antinomique, enfin tu vois, Diaby par exemple a continué à faire ses courses en profondeur comme Inter à Leverkusen, et lui qui avait du mal un peu à conduire son ballon à Paris, c'est-à-dire il poussait le ballon mais la balle partait un mètre trop loin, il est devenu beaucoup plus fin dans les petits espaces et toujours très bon départ arrêté, enfin voilà. Et il est devenu plus complet sans perdre cet aspect profondeur course. Cherki part avec de l'avance sur le plan technique sur le Diaby de 18 ans, disons. Avec du retard sur les courses, mais il peut le compenser. C'est pas comme Aouar ou Pastore à qui tu vas pas demander de partir en profondeur parce qu'ils vont jamais rattraper le ballon, tu vois, ou dépasser un mec. Et encore, je suis dur avec Aouar parce que parfois il est capable d'éliminer des joueurs à la vitesse. Mais voilà, j'espère vraiment que Cherki, parce que c'est pas Kadewere qui va le faire, c'est pas Dembélé qui va le faire, peut-être des jeunes du centre de formation que je connais pas encore. Mais là, il y a vraiment un profil et un créneau et du temps de jeu à aller chercher pour Cherki s'il développe ça. Ouais, ce serait dommage de rater ça alors qu'il sait un peu tout faire. Et puis il faut se rappeler que dans le profil du mec surdoué à 17-18 ans, Messi il a envoyé des courses aussi sur ses premières années au Barça. Donc, souvent quand Ronaldinho partait de l'opposé, Messi envoyait beaucoup de courses. Donc avec Aouar et Paqueta qui sont autour de lui, voire Cacré, voire Guimarães, je pense que Cherki peut apporter tout ça. Et je l'espère pour les Lyonnais et pour lui. Bah d'ailleurs, puisque tu dis qu'il a fait une bonne entrée, Christophe, on va finir par ça. Un petit mot sur ce qu'il a fait quand il est entré. Et puis après, on passe à Lille. Non, mais il a fait du Cherki, hein. Il était à droite, il débordait, il percutait, mais il le faisait bien, il lâchait son ballon dans le bon tempo. Et je l'ai pas. Alors même si encore une fois le temps fort était tellement fort que c'était difficile, en gros, de voir si un mec se cachait au pressing ou des choses comme ça. Genre le ballon de toute façon était assez facilement récupéré parce qu'en face c'était quand même assez limité. En gros, j'ai trouvé qu'il faisait ses différences sans évoluer en marge du collectif. Mais bon, c'est pas sa meilleure performance, mais rien que le fait d'être relativement adroit dans la zone de vérité pour faire les bons choix de passe, c'est pas une entrée exceptionnelle, mais Shaqiri rate beaucoup d'occasions sur des positions de tir. Là, c'était un peu plus adroit et c'était plus punchy, quoi. Il y avait plus. Le mot punchy, je me suis rendu compte que dans mes copies d'élèves, j'ai calculé, je crois que je l'ai mis dans 17 copies. Genre, il faut que ton accroche soit plus punchy. Donc j'aime bien ce mot. C'est un peu comme le Peps pour Philippe Etchebest. C'est ça. Et donc, ouais, non, tu sentais que les jambes sont pas les mêmes, l'explos, comme vous aimez bien dire, l'explosivité n'est pas la même non plus. Mais c'est un peu logique vu le nombre de minutes en pro et les âges respectifs. Et ben écoute, on verra ce que propose Lyon et ce que propose Ryan Cherki lors du derby contre Saint-Etienne, où il y aura peut-être aussi, hein, on verra, ce week-end comment se déroule le VD-Brief sur Twitch. Vous pouvez suivre ça sur notre compte Twitter et ensuite sur les réseaux vidéo, sur YouTube aussi parfois, où on met des petites analyses. On va passer au match qui s'est disputé mercredi soir, et là on parlera pas de Rennes parce qu'on les a pas vus. Ils ont battu le Vitesse Arnhem. Bon, on a vu les occasions. Enfin, on a vu le rouge de Badé, voilà, on a vu les buts. Enfin, moi j'ai vu les buts, je sais pas si je crois Flo, oui, on a vu un ou deux. J'ai vu les buts et le très joli but de Souleymana, très calme dans la surface pour contrôler le ballon et finir. Après, mais voilà, c'est tout, on va pas... Après, si vous voulez des comptes qui commentent des résumés, il y a d'autres gens qui le font. Donc, on va passer à Lille, Salzbourg, victoire de Salzbourg 2-1 en Ligue des Champions mercredi soir grâce à évidemment Adeyemi qui a mis un doublé sur penalty. Cette fois, il n'a pas raté. Et qui est donc à 5 pénaltys obtenus en 2 matchs. Adeyemi ou Salzbourg juste Adeyemi, c'est lui tout seul qui non, Adeyemi c'est 4. Adeyemi c'est 4. Pardon. Et l'autre c'est sur le coup franc
de je ne sais plus qui. Mais c'est, je crois, Adeyemi, du coup, égale le record sur toute une saison, sur toute une campagne de Ligue des Champions, qui est de Robben, en 2 matchs. Voilà. Et encore 2 matchs, je crois que les deux, ils sont à la 75e. Donc, et il en reste 4, voire plus, si Salzbourg se qualifie. Donc plus. Et il va jouer Wolfsburg, où il va croiser le fameux Brooks, le défenseur américain. Après Flo, tu vois, Brooks, à mon avis, sera trop loin d'Adeyemi pour faire faute. Donc, c'est pas sûr, tu vois, qu'il arrive à obtenir un penalty. Il va devoir vraiment aller marquer. Les compositions de cette rencontre, avec du côté de Salzbourg, Kohn dans les buts, une défense à 4. Christensen, Engene, Weber. Merci aux Germano de la bande. Ulmer à gauche, un milieu en losange avec Camara dans l'axe, Susic relayeur gauche, Seiwald relayeur droit, Aronson en 10, derrière donc Adeyemi et Okafor, non pas Jalil Okafor, le pivot de NBA, mais Noah Okafor, je crois que c'est ça son prénom, qui jouait en pointe avec Adeyemi. Du côté de Lille, Gerbic dans les buts, une défense à 4, Diallo, Font, Botman et Gudmundsson. Un milieu à 4 aussi, Wea, André, Cheka, Gomez et une attaque, Jonathan David, Bourak, Yilmaz, les stats 12 tirs à 10 pour Salzbourg, 46% de possession pour Salzbourg, 54% pour Lille, mais là l'effet du score a beaucoup joué, puisque Salzbourg ouvre le score à la 35e et double la mise à la 53e, Lille réduit l'écart à la 62e par un but donc de Bourak. Flo, ce Salzbourg-Lille a montré ce qu'on avait pensé après les premiers matchs de cette poule, c'est-à-dire que Lille et Wolfsburg étaient les 2 équipes les plus faibles de la poule et que Salzbourg et Séville étaient les 2 plus fortes. C'est ce qu'on avait un peu supposé après les premières rencontres. Ça s'est confirmé, même si Lille fait une meilleure deuxième, mais il y a quand même un écart dans l'expression collective et la variété de ce que ces équipes sont capables de faire. Ils font une meilleure deuxième, ils font surtout une bonne entame, j'avais trouvé moi. Alors, très bonne entame. Est-ce que c'était voulu par Salzbourg de mettre le ballon dans le camp lillois ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est le bon pressing lillois qui leur permettait de justement forcer Salzbourg à allonger? Je sais pas, mais Lille fait plutôt une bonne entame se fait plomber. Il y a pénalty, donc ils se font pas plomber. Mais le regret qu'ils peuvent avoir, c'est que cette action à la 34e minute, je crois, du coup, à la base, c'est une bêtise dans le camp adverse. Je crois que c'est André qui perd un ballon évitable ou un truc comme ça. C'est ça, c'est André. Ouais. Et alors qu'il n'y a pas forcément une immense pression autour de lui, c'est une erreur technique et derrière ça s'ouvre et ça lance Adeyemi. Et sur l'action en plus, avant que Botman fasse ce merveilleux tacle sur le ballon, selon Dimeco, c'est vrai, mais bon, il y a aussi Gudmundsson qui se fait prendre par Adeyemi un petit peu comme un bleu dans la fermeture côté. Où c'est vrai que ce qui est un peu gênant, c'est pour quelqu'un, certes, il vient d'être replacé latéral, mais quelqu'un qui doit avoir 23-24 se fait prendre comme un bleu, j'ai dit, par Adeyemi, quoi, qui a 18. Après, il vient d'être replacé, ça fait quand même pas mal de mois qu'il a été replacé latéral, mais dans le championnat hollandais, donc. Mais sur vous parliez d'André, c'est un rare mauvais match, je trouve, de Benjamin André. C'est rare qu'on dise ça, et là, je l'ai trouvé en difficulté sur la rencontre. Et puis, à peu près tous les mauvais matchs d'André sont perdus par Lille. C'est quand même, à partir du moment où tu joues dans ce système-là, sachant qu'en plus, à ses côtés, rien contre Cheka, mais c'est pas non plus lui qui va tenir le milieu à lui tout seul. À partir du moment où t'as pas un Renato Sanchez, par exemple, dans les grands jours, le mec peut être monstrueux. Oui, non, André, ça fait partie de ces gens qui ont un petit peu coulé. Ouais. Bah Flo, continue, parce que tu étais sur ce déroulé. Oui, non, mais je pense que cette action, en plus, j'ai l'impression d'avoir vu une équipe lilloise qui se perd totalement mentalement sur les 10 dernières minutes après cette action, après le penalty, l'ouverture du score, alors que dans le jeu, ils étaient plutôt pas mal, comme je le disais. Et puis, deuxième mi-temps, je sais même plus comment il arrive le deuxième penalty. C'est un coup franc où tu as la main qui écarte le coude de manière un peu évitable. C'est vrai. Vous dites dans le jeu plutôt pas mal, ouais, mais je trouve qu'il y a quand même très très peu de situations, quoi. Non, mais moi en gros, c'est la capacité à faire déjouer l'adversaire, à bien presser. C'est ça, il concédait assez peu aussi, hein, finalement. Moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent des vagues, que Salzbourg aille les chercher comme des psychopathes. Il y a eu 2-3 sorties de balles qui étaient franchement pas déshonorantes. Un David très bon, d'ailleurs, sur ses sorties. Même plutôt bonne. Honnêtement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors c'était 2-3, c'était pas 15, mais je me suis dit, Séville les a pas faites, celles-là. Et d'ailleurs, Lille, alors c'était pas 100% une sortie de balle, mais avait une ou deux combinaisons assez intéressantes là, sur les matchs à Strasbourg, notamment celle qui amène au péno de Wea. Donc à la fois ça et le côté
on arrive à presser suffisamment pour que, en fait, la différence, c'est simple, c'est ce pressing-là est totalement différent du pressing qui est fait genre la 60e, où au final, Salzbourg sort absolument tous les ballons, où Camara fait les toupies et élimine les mecs, et ça peut construire calmement, ça peut contrôler le tempo. Là, comme le disait Florent, Salzbourg était soit obligé d'allonger, soit n'arrivait pas à faire de différence, donc ça repassait vers le gardien. Mais Salzbourg n'avait pas forcément la main sur le match. Ça veut pas dire que Lille l'avait et que Lille créait des choses. Mais rien que le fait d'être dans ce 50-50 là où tu gagnes un petit peu la bataille territoriale, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, je suis d'accord avec vous. Le vrai regret sur l'entame de match, c'est justement de ne pas convertir ce temps fort en occasion. Et là où tu te fais plomber notamment par certaines individualités devant, où Burak Yilmaz est catastrophique sur les 90 minutes quasiment, et son but vient de nulle part, enfin c'est donné par le gardien. Et ça sauve, entre guillemets, son match, même s'il a pris 3. Ouais, dans la Voix du Nord, on lui a mis 3. Enfin, je dis on, c'est pas moi qui l'ai noté. Mais... En tant que buteur, c'est quand même rare. Et puis Angel Gomez qui était très léger aussi pour ce sur tous les plans. Hein. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Il vole très facilement. C'était le bon mot. Et c'est vrai qu'un mec comme David était un petit peu seul au milieu de ça, parce qu'après, t'avais Wea, mais Wea, c'était le couloir, et puis je le quitte pas, quoi. Donc, du coup, c'était assez difficile pour Lille de créer des choses dans les 30 derniers mètres pour faire fructifier justement cette bataille territoriale qu'ils étaient en train de gagner, en effet, jusqu'à cette action du 1-0. Mais vous avez raison, parce qu'en plus, tout à l'heure, quand j'ai dit ça, je lisais les stats de bataille territoriale à l'envers, en fait. Donc, j'avais confondu les stats de Salzbourg et Lille. C'est vrai qu'en plus, leur deuxième, je sais pas pourquoi je dis meilleur deuxième, parce qu'il y a une fin de match où ils poussent à peine, et derrière, à la fin du match, Paganelli dit qu'ils ont été mous un petit peu, etc. Et André, en interview, dit ouais, non, mais on a été nuls, quoi. Très très lucide Benjamin André en interview d'après-match en général. À chaque fois que je le vois, c'est... Même s'il dit on va se qualifier, ou là, c'est un truc un peu prophétique, où tu essaies de te motiver. Mais c'est vrai qu'André est plutôt un bon client, de manière générale. Il répond souvent, de toute façon. En même temps, à Lille, il n'y a quasiment personne qui répond, donc c'est lui, Font ou David. Pour être aux conférences de presse, je peux te dire qu'on fait des paris sur lequel des trois ça sera. Donc. On voit pas trop Jonathan Iconé au micro post-match. Non. On ne peut pas trop Jonathan Iconé. Non. Puis Burak Yilmaz non plus, mais parce qu'il parle pas la langue. Donc là-dessus, et puis tu sais pas. Enfin, honnêtement, je serais très curieux de savoir si tu mets Burak Yilmaz au micro. Est-ce qu'en fait, t'imagines un truc fou et le mec serait ultra cadré, ou est-ce qu'il pèterait des câbles? Parce que là, à un moment, genre, il a poudré André pendant le match. Tu te dis, oula, le gros bim, déjà qu'il a failli se marbrer avec Onana la semaine dernière à l'entraînement. Ils ont quand même dû arrêter l'entraînement. Vraiment arrêter. Genre, bon, moi, c'est tout, c'est terminé. C'était l'entraînement à demain. Faut être courageux. Après, Burak est costaud, mais tu vois, si je devais me battre avec un Lillois, j'irais pas me battre avec Onana, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de mecs qui seraient avant lui dans la liste, tu vois. J'irais voir, je sais pas, Bradaric. Ouais. Je pense qu'il a une allonge. Ouais, ça doit être quelque chose. Onana, bonne entrée aussi d'ailleurs. Le power ranking, à mon avis, bagarre, c'est Onana 1, Burak 2 et Gerbic 3. Et je pense que la plupart... Botman peut aussi être dans la bagarre, mais ensuite, c'est lequel? À mon avis, Font aussi, il doit... Tu vois. Il doit soulever. Ouais. Petit jeu de mots. Mais, c'est bon, ça. Mais en tout cas, belle entrée, Flo le disait, belle entrée de Onana. C'est de plus en plus, j'ai envie de le voir à la place de Sheikha. Je pense que c'est destiné à arriver assez vite. Voilà, un peu surpris qu'il démarre pas plus de matchs, vu qu'il avait déjà été bon d'ailleurs quand il était entré contre Wolfsburg. Il était presque allé chercher un péno. Je pense que ça va arriver assez vite pour le coup. Parce que je l'ai vu là du stade, c'était Lille-Reims titulaire. Et honnêtement, je le trouvais très intéressant. Et en fait, même quand il rate des trucs, il y a quand même des intentions que t'as, genre pas chez Sheikha, quoi. C'est deux profils plutôt défensifs, lui et André. Lui, la projection est quelque chose de naturel. Donc, il va aller gratter des fautes, il va aller amener quelque chose. Il y a encore parfois un petit côté brouillon. Mais déjà, le logiciel au niveau du cerveau, il sait déjà bien utiliser ce côté relayeur. Déjà, il a ce côté... de voir en une touche où est le jeu avant que ça arrive, quoi. Il est capable de faire des passes où généralement un milieu normal va contrôler la balle, enfin va voir le truc mais va contrôler et faire une passe. Lui, il est capable de la mettre en une et ça peut être des passes compliquées en plus. Il en tente une en profondeur en deuxième mi-temps là où je pense qu'il y a que lui qui la voit. Il y a pas, justement, l'appel ne part pas parce que je crois que c'est Yilmaz qui doit être le plus proche. Il a dû faire un appel hors jeu, non? Voilà, non, la passe est un peu longue, mais je crois que si Yilmaz croit au truc et voit l'action en même temps qu'Onana, il peut y avoir action. Mais non, il y a vraiment un truc chez lui.
en plus qui est couplé à une attitude où tu as l'impression d'avoir un joueur hyper nonchalant, mais c'est son gabarit qui fait ça, quoi. Parce qu'il fait 1m95, 1m96, je pense. Ouais, Oui, il est très grand, ouais. Il est très très grand, et du coup, c'est quelqu'un, tu as l'impression qu'il joue toujours à la même vitesse, mais en fait, il suffit qu'il fasse 3-4 foulées avec un peu plus d'intensité, et il met des vents à tout le monde, quoi. Donc, joueur très intriguant et qui m'intéresse beaucoup, moi, perso. Un truc que son homonyme à Bordeaux a un peu aussi, d'ailleurs, Flo, le passe en une touche, le jeu voir vers avant, l'avant, le côté nonchalant aussi, parce que c'est vrai. Je l'ai visionné pour le futur épisode de la Ligue des Talents sur Copa Arena. Il y a un peu ce côté-là, même si je pense qu'il y a moins de volume de jeu chez le Bordelais, surtout défensivement, que chez le Lillois. Je pense que c'est des différences entre les deux. Mais à voir sur l'ensemble de la saison. On verra, parce que je vois Flo bougonner, un peu doutant de ce que je viens de dire. On verra. On va quand même parler d'Adeyemi, parce que c'est le joueur le plus décisif. Le point Adeyemi, le joueur le plus décisif de Salzbourg. Donc là, il obtient 2 pénaux. C'était déjà 2 contre Séville. Donc ça c'est 1 et 3. On va y arriver. C'était 3 contre Séville, et là, il en obtient 1 sur ce match. Pardon. Je ne me rappelle même plus comment l'autre péno est obtenu. Il y a trop de matchs. Je l'ai dit il y a 3 minutes sur un coup franc où Yilmaz sort le coup. Oui, c'était idiot en plus. Ouais. En plus, c'était le seul qui se retourne dans le mur, donc il ne pouvait même pas laisser le doute. C'était clairement lui. Puis il a 36 ans, donc au bout d'un moment, tu sais très bien qu'il ne faut pas faire ça, quoi. Mais bon. Après, vu qu'il venait de se bastonner avec Onana, peut-être qu'il ne voulait pas se reprendre un ballon dans la tronche, qu'il avait un bleu quelque part, tu vois, quelque chose comme ça, il voulait se protéger. J'aurais bien aimé l'imaginer se bastonner avec Christensen aussi, le latéral de Salzbourg, qui a l'air totalement fou, qui jouait sous Captagon tout le match. Ça aurait pu être un truc rigolo. C'est vrai. Qui haranguait la foule après 10 minutes parce que ça supportait pas assez, ça chantait pas assez. Donc l'attaquant allemand Adeyemi, qui a été encore décisif, qui met un doublé, qui par sa vitesse et ses appuis, sa qualité technique, a mis en grande difficulté le côté Botman-Gudmundsson, Christophe. Pourtant Gudmundsson est assez rapide, mais en termes d'équilibre, pour l'instant, il a un peu de mal sur le plan offensif. On en reparlera aussi. Je l'ai trouvé assez timide. Adeyemi, par contre, lui, il n'est pas du tout timide dans sa façon de jouer non plus. Beaucoup de courses, beaucoup d'appels, beaucoup de combinaisons tentées avec ses partenaires, avec notamment Aronson, que j'ai trouvé pas mal du tout non plus. Même très bon joueur. Plus discret que ses partenaires. Après, j'ai l'impression que le poste de 10 à Salzbourg est un peu truqué. Parce que tu as tellement de joueurs autour de toi et de courses que c'est comme Minamino, tu vois, où le mec était beaucoup trop fort parce que... Ouais, Hannes Wolf, pareil, était trop fort. Il y avait tellement de mouvements autour de lui que ça rendait la chose facile. C'est un peu comme le poste de central vraiment axial dans le système de Lens. T'es bon parce qu'en fait, t'as pas grand-chose de difficile à faire, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, Adeyemi était encore très bon, et à 19 ans, dans une équipe qui est bien, mais qui est pas non plus exceptionnelle. Est-ce que... Enfin, cet été, il part, non? Alors déjà, le mini premier point serait que Gudmundsson, je pense que ça va être... Enfin déjà, de base, il a été pris parce que Lille, en phase offensive, veut être en 3-2-4-1 avec... genre là, par exemple, c'était Botman, Font et Diallo, qui est un central, là, qui joue latéral droit, en troisième central, Cheka, André en milieu, et puis du coup, Gudmundsson qui occuperait le couloir gauche en face offensive. Et c'est vrai que c'est d'abord pour ce côté où au final avec ballon tu te retrouves dans une position d'ailier où potentiellement tu peux permuter et te retrouver demi-espace avec, bon là ça serait Gomes, mais sinon ça serait Bamba logiquement qui permuterait. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus là qui va, je sais pas nous faire rêver, mais qui va être intéressant et meilleur que Reinildo, parce que c'est aussi pour ça qu'il a été pris, sans vouloir trahir trop de secrets sur le recrutement lillois. Bradaric aurait pu le faire, mais bon, Bradaric n'est plus trop un joueur de foot depuis 1 an. Mais c'est vrai que défensivement, il y aura toujours des questions. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Adeyemi, je crois que je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais moitié vanne, moitié je me pose la question, que dans tous les cas, il jouerait la Ligue des Champions en février. Je disais ça sous-entendu, si Salzbourg se qualifie pas, je pense qu'il la jouera avec un autre club. Là, je pense quand même que Salzbourg est quand même très bien parti. Sachant qu'en plus, Séville n'a même pas battu Wolfsburg, hein, arraché un nul sans forcément être brillant en fin de match sur un penalty. Un penalty no comment, un penalty qui est assez difficile à comprendre. Et Salzbourg me semble bien plus fort que Wolfsburg. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Donc, je pense que Salzbourg sera encore là, et donc, du coup, Adeyemi n'aura pas de raison de partir. Maintenant, l'offre du Bayern à 60 millions, ou à City, ça me paraît compliqué, mais voilà, en tout cas, une offre d'un club avec une surface financière très importante. J'allais dire Leipzig, mais Leipzig, je suis même pas sûr. En plus, Leipzig a déjà pris 50 attaquants, les Brobé, André Silva et compagnie. Comme l'a dit Flo, Liverpool, ça collerait tellement. Et Liverpool, en plus, tu peux le mettre sur les deux côtés, dans l'axe. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses, alors que c'est vrai que le Bayern n'a pas forcément cette profondeur. Lui, il peut avoir ce côté attaquant de couloir
comme je qualifie ça. C'est vraiment, tu pars du côté, mais au final, tu te retrouves en zone de finition. Non, honnêtement, très très fort. Et puis pour qu'un mec qui va très vite, il conduit vraiment bien son ballon. Il fait pas que des touches où il la pousse 5 mètres plus loin, il court à toute vitesse. Je me souviens notamment de celle où il contourne Botman. Finalement, il glisse un peu tout seul, mais ça peut faire penalty aussi au bout d'un quart d'heure si Botman, je crois que c'est Botman, tourne un tout petit peu plus la jambe, mais le mec arrive à faire un débordement sur la ligne de sortie de but, en fait. C'est une conduite de balle que tu vois quasiment jamais parce que les mecs repiquent ou en tout cas n'attendent pas parce que normalement tu passes pas. Honnêtement, la qualité de finition, on l'a pas trop vu sur la match de Ligue des Champions, elle est visible en championnat autrichien, il faudra attendre de voir parce que finalement là c'est surtout je percute et je me fais déglinguer au moment où je pourrais être décisif. Mais honnêtement, rien que sur ça, ça te fait assez rapidement un gros transfert, je pense, parce que c'est un profil extrêmement rare. Et en vitesse, c'est le top 2% en Europe. Et gaucher, ce qui est toujours bon signe sur le plan technique. Alors on l'a pas forcément vu en effet, parce qu'à chaque fois qu'il peut se mettre en bonne position, en effet, comme tu l'as dit, il se fait éclater. Et j'espère que ça va pas lui porter préjudice un jour en se faisant une grosse blessure. Mais techniquement, c'est propre aussi, quoi. C'est pas juste de la vitesse. Parce qu'il y a des mecs parfois qui sont juste sur la vitesse, qui font des diffs comme ça. Lui, c'est plus que ça. Donc, à voir, mais ça risque de ne pas durer longtemps. On a vu rentrer Šeško en cours de match en Paris qui n'a pas marqué, mais qui sera déjà là pour prendre le relais dans un style différent, être la vedette de l'attaque de Salzbourg. Il y a un autre joueur qui a été très bon, Flo, je pense qu'on a tous aimé, c'est Camara. Oui, c'est vrai. La sentinelle de Salzbourg, qui j'ai l'impression fait partie des humains qui n'ont pas de coups. Mais qui par contre est un sacré joueur de foot. Petit gabarit, super appui, belle vision du jeu, joue simple, très très bon. Super contre-pressing, joueur qui aurait été parfait pour être numéro 6 à l'OM, sous Sampaoli par exemple. Mais ouais, très, très bon match, on en parlait parce que c'est vrai que Salzbourg a l'habitude de former ces profils-là et on se demandait qui irait le plus loin entre lui et Aïdara qui est à Leipzig maintenant, ou Samasekou, même si Samasekou est un profil un petit peu différent quand même. Là, c'est plus énergique, c'est un peu, c'est une boule, c'est une boule de nerfs, quoi, un petit peu au milieu de terrain. En plus, il n'est pas très grand, donc il a encore plus ce côté un petit peu boule de nerfs. Ouais, il est sous le 1m70. Il peut rappeler la Sanadiara un petit peu sur certains aspects, notamment le gabarit. Et même les sorties sous pression, le côté, je pense qu'il aspire un peu moins bien la pression que le grand la Sanadiara, mais il est dos au jeu, tu vas le presser, il s'en sort et il repart dans l'autre sens. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, finalement, ils ont sorti pas mal de milieux, mais que tu es plus relayeur. Et lui, tu as l'impression qu'il peut vraiment s'installer en 6 et être ce gars-là qui va te tenir tout un édifice offensif et peut-être être ce fameux successeur de Fernandinho. On en parlait mardi soir. Lui aussi, il coche pas mal de cases pour se retrouver dans un tel poste, dans un très grand club. Mais après, le réseau scouting du groupe Red Bull, je pense qu'il rate pas grand monde quand même. Parce qu'ils vont le chercher à 17 ans quand il est au Mali. Et il remporte la Coupe d'Afrique à moins de 17 en 2017, mais c'est quand ils ont un nombre de profils qui arrivent puis les uns après les autres, quoi. C'est très rare qu'il y ait un trou générationnel dans les équipes Red Bull. C'est quand même une machine très très bien huilée. Et puis là, j'ai regardé un tout petit peu là, des images de la Youth League de Salzbourg. Il y a déjà les prochains. Qui a battu Lille avec des mecs qui ont quasiment tous 17 ans. Qui, en plus, il y a quand même, je sais pas si c'est un cheat code, parce que c'est permis dans d'autres championnats. Et je veux dire, la réserve de la Z était leader du championnat de D2 néerlandaise il y a encore, avant la dernière journée, là, il y a encore quelques jours. Mais le fait que Liefering, donc la réserve, soit en deuxième division, là, ils sont deuxième de deuxième division. Alors après, la deuxième division autrichienne, à mon avis, c'est N1, je pense. N1, voire pour certains clubs N2. Hein. Mais donc les mecs sont deuxième d'un championnat de D2 et la moitié de l'équipe a 16-17 ans. Quoi. Genre il y a un Sain que je ne connais pas, mais qui a joué quasiment tous les matchs, qui est né en octobre 2004. Et tous ces mecs-là jouent aussi la Youth League. Et oui, du coup, ils sont directement mis dans le bain du haut niveau. Et en gros, ça maximise le fait. Je pense que tout le monde atteint assez rapidement son plafond, en tout cas sur l'évolution. Il n'y a personne qui est... En gros, c'est le stéréotype, mais genre les mecs du PSG, les Nkunku, les Diaby, les Coman, qui potentiellement, tu dis à un moment, est-ce qu'ils vont passer le cut, est-ce qu'ils auront du temps de jeu? Là, ces mecs-là, ils sont garantis toute leur vie jusqu'à 21, 22 ans d'avoir du temps de jeu. C'est vrai que Red Bull perd pas de temps avec un mec à 20 ans Youth League, tu vois.
Si t'es pas capable à 17-18 ans d'être très très bon Youth League, bah t'es plus là en fait. Bah oui, non, mais là vraiment, Szoboszlai, à 16 ans, il fait la Youth League et il joue avec la réserve, et à 17 ans, il fait le jump vers la première. Et je pense que là, certains des mecs qu'on connaît pas forcément, mais qui sont à Liefering et qui sont en Youth League, alors je sais pas si Salzbourg va gagner la Youth League, hein, mais ces mecs-là sont mis dans un contexte où assez facilement ils vont pouvoir montrer les qualités. Tu vois, là, il y a un Simic que je connais pas, mais qui a 18 ans, qui a mis 5 buts en D2 et qui a mis un doublé face à Lille en Youth League. Bon, bah, peut-être que lui, dans un an, il remplacera Adeyemi et tu te rendras compte que c'est tout à fait performant, peut-être pas au très très haut niveau, mais que c'est un mec qui va faire une carrière dans des clubs, en gros, dimension Ligue Europa, Villarreal, etc., quoi. Bah, on verra pour Mohamed Camara ce que ça donne, mais il a été très bon sur cette rencontre. Ce sera l'occasion de le suivre. Puis s'ils vont en 8e comme prévu, on verra sur des matchs éliminatoires ce que ça donne pour ces joueurs de Salzbourg. Donc il y avait Aronson, l'américain aussi, qui a été bon, qui a été moins en vue, mais tu sens que techniquement et dans le volume de jeu, c'est pas mal non plus. Aronson, c'est 20 ans. Parce qu'il faut quand même donner les âges dans cette équipe, parce qu'on parlait des âges tout à l'heure qui n'est pas encore, je sais plus qui ont parlé de des jeunes équipes genre Rennes, Marseille, là Christensen a 24 ans, c'est quasiment un vieux parce que Onguené c'est 23, donc Weber là c'est 23, Ulmer c'est le plus vieux, c'est 35, mais il est hors catégorie. T'as le gardien qui a 23 ans, au milieu de terrain c'est 19, 21, 20 et 20 et t'as Okafor et Adeyemi devant qui ont 21 et 19, donc ça fait 40. Ouais, et Chesco qui a 18 et qui est régulièrement titulaire à la place d'Okafor, quoi. Oui, donc voilà, l'attaque avec 40 ans et en face Bourak en avait 36. Ça montre un peu la différence entre le projet Red Bull et puis d'autres effectifs un peu plus classiques, où les âges sont beaucoup mieux répartis, mais où ça ne marche pas forcément mieux. L'excuse de l'expérience des prochains clubs français, ça va être compliqué à accepter. Même si l'expérience ne dépend pas forcément de l'âge, mais du niveau auquel tu as joué. Mais là, Adeyemi, il lui a pas fallu beaucoup de temps pour être au niveau Ligue des Champions. Donc à suivre. En tout cas, Salzbourg a été bien. Lille a été correct, mais complètement perdu le fil après le but de Salzbourg et même après le 2-0. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Flo, sur cette rencontre? Un joueur qui t'a plu lors de son entrée ou pas? Il y a Liadji qui est entré, Renildo, Bamba, Ikoné qui sont entrés. Ikoné qui fait une bonne entrée au départ quand il joue à droite, je trouve, et puis après qui est remplacé dans l'axe et on ne le voit plus trop. Quand Liadji entre pour jouer de côté aussi. Il y a Adamou qui est entré. Qui court beaucoup, j'ai 2-3 doutes sur ses qualités techniques. Lui, je le vois beaucoup moins, je le vois pas aller extrêmement haut. Il y a Capaldo, un autre un peu moins jeune, qui vient de Boca, 23 ans, qui a joué aussi. Seival, je l'ai trouvé bon aussi. Seival, ouais. Non, mais globalement, il y a pas mal de joueurs intéressants. Juste un tout dernier petit mot, je vois que Florent commence à fatiguer, mais pour dire que Lille, psychologiquement, il y a quand même, c'est là où vraiment il y a un axe d'amélioration, parce que donc pour soit être au stade, soit être devant ma télé sur tous les matchs de Lille, Reims, t'es tranquille, tu mènes 2-0, il n'y a rien en face, tu prends le but, et ensuite t'es en panique et tu fais que défendre pendant tout le reste du match. Strasbourg, tu mènes 2-0, Strasbourg revient à 2-1, Strasbourg est à 10 et Strasbourg te pousse à être en bloc bas, t'es en panique sur tout le reste du match. Alors tu concèdes pas forcément énormément d'occasions, hein, mais tu sens que t'es incapable de redevenir maître de ton destin. Et là, tu prends le premier but alors que t'es plutôt bien et se passe 35 minutes, je vais pas dire de trou noir, mais extrêmement compliqué. Donc moi, c'est surtout ça qui me gêne au-delà de la tactique, etc. sur le plan lillois, c'est-à-dire que si à chaque fois ton moindre temps faible est sanctionné par un but, t'arrives jamais à en sortir. C'est un peu compliqué, c'est en l'exact opposé, genre de Lens face à Marseille, où bon, ça tourne pas dans notre sens, c'est pas grave, on refait la même chose et puis ça va finir par retourner. Là, clairement, cette équipe, elle le plonge d'une façon qui est assez inquiétante pour un champion en titre qui avait justement l'expérience déjà avant, mais qui du coup a eu l'expérience de gagner des matchs sans forcément être toujours brillant. Et qui savait les renverser, hein. Le match à Lyon l'an dernier, en fin de saison, où ils sont menés 2-0 et ils gagnent 3-2, je crois. Oui, c'est un match où ils sont champions. Je pense que s'ils le perdent, ils font 3 ou 4. S'ils le perdent et que Lyon le gagne, c'est peut-être Lyon qui est champion. Quand tu vois comment ça tourne, c'était pas forcément impossible. Voilà pour Salzbourg-Lille. Je crois qu'on a fait le tour des rencontres des clubs français en Coupe d'Europe. On parlera de Rennes plus tard, lors de cette saison européenne. On passe au pronostic, au pari, avec PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono.
Les paris avec PMU.fr où j'ai réussi à passer un pari, je l'avais oublié, le match nul entre la Real Sociedad et Monaco. En revanche, le CSKA buteur donc n'est pas passé. Flo, qu'est-ce que tu as fait? 0 sur 2? Oui, avec une transversale près, c'était la cote à 26 oui, de c'était Saliba. Ouais. Et là, tu aurais gagné la saison des paris entre nous trois. Et c'est bon, j'ai arrêté là-dessus. Ça aurait été moins fun quand même. Donc, bon, déçu pour toi, mais au moins, il y aura quand même une bataille entre nous trois. Bah, vas-y, Flo, tu vas nous parler de Ligue 1 avec d'abord le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Oui, d'abord le derby, en effet, Saint-Étienne-Lyon. Je pense que je vais pas avoir besoin d'énormément de temps pour argumenter sur Saint-Étienne, vu l'état de Saint-Étienne. Ça pourrait être le dernier match de Claude Puel, d'après ce que j'ai pu entendre. Je pensais que tu allais dire le dernier match de l'AS Saint-Étienne. Non, pas encore, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour eux depuis le début de saison. Et là, je pense que le derby arrive à point nommé pour Lyon, mais pas du tout pour Saint-Étienne. Donc voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Je pense que Lyon peut gagner assez largement ce derby et vraiment marquer peut-être son vrai début de saison, parce que voilà, tu vois les derniers matchs contre Saint-Étienne, contre Nice, ça en prend 3, sans être ridicule en première mi-temps, mais finalement ça en prend 3. Contre Bordeaux, ça perd. C'est la seule victoire de Bordeaux cette saison. Et je sais même plus ce qu'ils font le week-end dernier. Généralement, ils perdent. Hein. Ils ont perdu contre Nice 3-0. Oui, non, c'est très très difficile. Et je vois rien dans leur jeu et dans l'effectif qui pourrait, ne serait-ce que me laisser penser qu'ils fassent quelque chose face à l'OL, quoi. À part un retour d'orgueil au moment d'affronter l'adversaire direct et le grand rival, mais j'ai de gros doutes sur le fait que cet électrochoc-là puisse fonctionner avec cette équipe. Donc je pense que les Stéphanois vont passer un sale dimanche. Je crois que c'est dimanche le match. Du coup, je joue la victoire de Lyon. Lyon -1. Je reste assez, on va dire, prudent. Donc la victoire juste par 2 buts d'écart, parce que Lyon a aussi joué cette semaine et ça peut un petit peu jouer, et ça peut ne pas trop forcer. Mais c'est vrai que je ne serais pas surpris que ça aille plus loin et qu'ils puissent leur passer un carton, quoi. Vu l'état de Saint-Étienne, malheureusement. Lyon -1 à 2,70. Exactement. La cote de Flo pour ce premier pari. Ton deuxième pari, Flo, nous emmène vers Lorient-Clermont. Ouais, Lorient-Clermont, un pari buteur. C'est simple, hein, c'est Mohamed Bayo, buteur pour Clermont. Bayo qui a eu un petit match compliqué à un moment donné, mais je crois que il s'est remis d'aplomb dès le week-end suivant et il a marqué le week-end dernier, je crois, face à Monaco, il me semble. Je crois que c'est lui qui marque pour Clermont. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 4 buts cette saison, Mohamed Bayo, et 3,7 XG. Il est dans le top 10 des joueurs de Ligue 1. Et il coupe un centre de la gauche sur le but face à Monaco. Ouais. C'est ça, et 4 tirs aussi en plus du but marqué, et 0,68 XG. Et c'est un joueur qui, en XG par 90, est encore sur. Alors il est plus au 0,99 qu'il avait à la fin de la trêve. Au moment de la première trêve, au mois de septembre, mais il est toujours à 0,60. Et je pense que face à Lorient, et surtout face aux défenseurs lorientais, c'est encore un joueur capable de se créer des situations et d'en obtenir, que ce soit sur coup de pied arrêté, où il avait déjà marqué sur coup de pied arrêté cette saison, soit dans le jeu en profitant du très bon jeu de Clermont pour se créer des situations. Donc voilà, c'est un Bayo buteur à Lorient. J'aurais aussi pu jouer Mofi buteur dans l'autre sens. Je pars sur Bayo, c'est coté à 3. Et je crois que Mofi était à 2,70. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la cote de Bayo à 3. Ouais, et Clermont aurait bien besoin d'une victoire là, parce que ça commence à descendre dangereusement. Ils avaient démarré très fort et là ils sont déjà 15e. Ils ont que 3 points d'avance sur Metz. Alors dans le jeu, ça a largement dominé Monaco, donc c'est plutôt rassurant là-dessus. Mais il faut quand même mettre des buts à un moment. Et peut-être en prendre un peu moins, parce que là 6 contre Rennes, 3 contre Monaco. Tu vas pas les jouer tous les week-ends, ces équipes-là. Mais 19 buts au total déjà, dans 8 matchs. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Christophe, tes 2 paris sont aussi en France. Nous restons en France ce week-end pour nos paris. Commençons par Rennes-PSG, tiens, un des gros matchs, disons, du week-end. Ouais. Match potentiellement intéressant, avec 2 équipes qui ont joué en milieu de semaine, plutôt
début, milieu de semaine pour Paris mardi et milieu, fin de semaine pour Rennes le jeudi. Je pense que même si Rennes a en partie fait tourner, avec notamment un joueur que je ne connaissais pas, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, qui n'avait pas de page Wikipédia, le Rennais qui provoque le penalty. Mais voilà, ça avait un petit peu bougé, je suis désolé, j'aurais dû me souvenir, je l'ai eu il y a 5 secondes et je l'ai déjà oublié. Mais j'ai déjà donné mon pari, tant qu'à faire. Le pari, c'est PSG -1 à 2,30. Déjà pour cette variable physique, parce qu'effectivement Paris peut potentiellement être fatigué, mais Rennes le sera encore plus. Et c'est Chaouna qui est le joueur que je cherchais, un dénommé Loum Chaouna. Ouais, très souvent sélectionné en équipe de jeunes. Il me semble qu'il est encore dans l'équipe U19, là, l'équipe de France. Bah, c'est bien possible, en tout cas il a l'âge pour. Là je vois qu'il a en tout cas des caps en U17 et U16, et il avait 7 minutes en Ligue 1 en carrière. Mais je veux dire, sinon sur le reste du 11, alors la répétition fait les matchs fait pas tout, hein, surtout à cette période-là, mais t'avais Santa Maria, Bourigeaud, Laborde, Guirassy, Aguerd, Traoré. Bon, il y avait Badé jusqu'à son rouge parce qu'il tire le maillot de quelqu'un alors qu'il avait encore un partenaire en couverture. Mais bon, je pense que la fatigue va jouer et que Rennes n'avait pas besoin de ça pour être moins bon que le PSG. On a vu, finalement, le PSG, même sans être incroyable et maîtriser toutes les phases du match sur le plan temporel, le PSG aurait passé le -1 face à City. Donc le fait que le PSG puisse passer le -1 face à Rennes avec donc ce temps de repos supplémentaire me semble loin d'être déconnant, surtout que le PSG a quand même gagné tous ses matchs de Ligue 1, sans forcément toujours être brillant, hein, mais 8 matchs plus 15 de différence de but, et globalement le -1 il serait passé dans 2 tiers des matchs. Donc je pars là-dessus, sachant qu'il y a la théorie du ketchup qui peut s'appliquer à Messi, notamment quand il y a un but, il pourrait y en avoir d'autres qui tombent pour Messi, et potentiellement des choses qui se débloquent. Donc voilà mon pari, sachant que tu le disais, c'est un choc. C'est un chocouné parce que bon, Rennes, Oui, Rennes a 9 points en 8 matchs, donc c'est plus le papier que vraiment la dynamique du moment. C'était comme tu l'as dit, un choc. Il y avait des gros guillemets autour du mot choc, disons. Et non pas un Chokunte, le légendaire attaquant de Dunkerque. Ça, c'est apprécié, cette petite note humoristique avant de finir. C'est toujours apprécié. Ton autre pari, c'est Nantes 3. Et tu nous parlais d'un attaquant qui a fait de la route à Luxembourg. Absolument. Je vais vous parler de Gerson Rodriguez parce que je le vois buteur sur la pelouse de Nantes, c'est à 5,20. J'ai une vraie curiosité, je vais pas dire malsaine, mais une curiosité sur ce joueur parce que je l'aime bien, en tout cas je le trouve intéressant, même s'il a tout pour m'énerver. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire et notamment son numéro de maillot. C'est quoi déjà son numéro de maillot? Je ne sais même plus. C'est un numéro très 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 loin, genre 26, 28, 29, quelque chose comme ça. Un truc qui m'énerve. J'aime bien ces informations parcelles et parcellaires, où en gros tu nous teases un truc, mais t'as pas tout à fait la réponse. Mais non, mais parce que tu sais pourquoi? Parce que je l'ai vu tout à l'heure lors des visionnages où je visionnais Issa Kaboré. Parce que moi j'ai le 11 chez moi. Ah bah tu vois, je me suis peut-être gouré, j'ai confondu avec un autre joueur. Enfin en tout cas, il a une coupe de cheveux qui permet de le distinguer sur le terrain. J'aime bien cette diversion. Oui mais bon, sa coupe de cheveux, hein, bon, genre le mec a le numéro le plus normal, enfin, c'est un ailier qui a le 11. Mais... Parle-nous de cet international luxembourgeois. Oui, que les gens ont déjà dû croiser sur des matchs face à l'équipe de France. Enfin voilà, c'est quand même un mec qui a marqué, notamment face au Portugal. Il y a de ça quelques mois, sur la trêve de mars, il avait aussi marqué le seul but luxembourgeois face à l'Irlande. Globalement, c'est, je pense, la plus grosse menace offensive luxembourgeoise, même si l'un des Thiel a défloré la lucarne face au Real, absolument. Sébastien, dont j'étais justement sur la page, parce qu'il a un très beau tatouage. Il y a une interview de lui dans SoFoot là, sur le site, et il a des très beaux tatouages au mollet que je vous conseille de voir, c'est assez particulier. Mais pour revenir à mon ami Gerson, c'est quelqu'un qui provoque tout le temps, qui dribble tout le temps. Il y a un petit côté trou noir, mais dans cette équipe troyenne qui n'a pas retrouvé la flamboyance, même au niveau du système, hein, c'est pas tout à fait la même chose que tu avais en Ligue 2, c'est beaucoup plus, j'allais dire pragmatique, non, mais il y a un côté plus défensif, on se livre beaucoup moins, mais ça peut parfois manquer un petit peu de différence avec le ballon. Là, avec Caboret, ils ont un mec qui détale comme pas possible, qui court très vite dans le couloir. Et Gerson, lui, est un gros dribbleur et qui frappe tout le temps dès qu'il est en situation intéressante. C'est quelqu'un qui
Enfin, pour 3, c'est quand même bien de l'avoir pris parce qu'il avait joué la Ligue des Champions avec Kiev, par exemple, la saison dernière. Donc pour un promu, avoir quelqu'un qui a quand même cette expérience à la fois internationale et européenne, c'est quand même pas mal. Je suis convaincu que c'est vraiment quelqu'un qui peut faire du dégât. Et il a marqué un but pour l'instant. C'était dans la victoire face à Metz. Même si bon, tout le monde bat Metz cette saison. Mais je suis convaincu qu'il peut marquer ses 7-8 buts cette saison et surtout être un one-man wrecking crew, un mec qui va tout seul mettre un petit peu le bordel dans les défenses parce qu'il va toujours provoquer. Donc voilà, il va marquer, je suis persuadé, des buts assez régulièrement. Qu'il puisse le faire face à Nantes, qui est assez intéressant cette saison, mais qui n'est pas non plus devenu une sécurité sociale défensive, qui n'est pas 100% l'équipe d'Antoine Comboiré, finalement, sur certains stéréotypes qu'on peut en avoir. Voilà, 5-20, c'est un petit risque, mais comme je suis assez confiant sur ma cote à 2,30, je me dis que l'un dans l'autre, je pourrais a priori finir la semaine en positif si tout se passe bien. Du coup, c'est logiquement Mama Baldé qui va marquer sur cette rencontre. Ouais, Mama Baldé que j'ai MPG, donc ça serait toujours ça de prix, mais oui, ça serait un petit peu décevant. À moins que ce soit évidemment YT7, Yoann Tousgar, la légende. Et ses 37 ans qui continue de marquer des buts en Ligue 1. Il y en a déjà 2 cette saison. L'ancien Lensois, Yoann Tousgar. Merci messieurs pour cet épisode de Vue du banc. On se retrouve lors de la prochaine période de Ligue des Champions qui est Eh bien, ça sera au retour de la trêve internationale d'octobre. Donc, ça sera, je crois, 3e semaine d'octobre, logiquement. Je vais vous le dire, ça sera le 19 et le 20. Donc, on se retrouvera sans doute le 19 après PSG Leipzig et le 21 après la journée Ligue Europa et Conference League, je pense, comme on a fait cette semaine. Après, le PSG va peut-être jouer le mercredi, là. Non, ils vont jouer le mardi. Joue le mardi. Non, je te confirme qu'ils jouent le mardi. Ça peut paraître étonnant, mais... Ah ouais, vu qu'ils avaient joué mardi, là. Mais d'accord, très bien. Mais il y avait 2-3 trucs étonnants, hein. Genre City joue à 18h45, tout comme Barcelone le lendemain. Alors que genre Lille ne joue jamais à 18h45 pendant cette phase de groupe. Donc pour les télés, pareil, tu peux te dire pourquoi après Barcelone vient de prendre 3-0 contre Benfica, donc est-ce que c'est pas aussi le statut qui leur correspond maintenant, tu vois, de faire des matchs de 18h comme ça. Après, c'est contre Kiev. Après, c'est contre Kiev, non? Oui, mais c'est à domicile. Donc il n'y a pas de décalage horaire. D'accord. Bon, je ne sais pas. Il y aura un petit Manchester United-Atalanta. Je vous le donne le mercredi. Un match où je t'annonce que l'Atalanta finira à 4,53 XG et perdra 2-1 sur un but de Cristiano Ronaldo à la 98e. C'est vrai. Il faudrait vivement qu'il y ait des matchs délocalisés aux États-Unis, comme ça il ne pourra pas les jouer. Bon, on se retrouve mi-octobre. Le gars recycle ses tweets. Elles sont toujours bonnes, je vois que Christophe est mort. Vivement qu'on se retrouve donc dans des nouveaux épisodes de Vue du banc. En attendant, on est sur Twitch régulièrement pour les débriefs de Ligue 1. On est sur Cop Arena, on est sur YouTube, on est partout. Suivez notre compte Twitter, nos comptes Twitter. Et puis vous verrez qu'il y a du contenu en continu. Partout. Ciao.